Rebienvenue à Parle-moi de santé. Je m'appelle Alexis Goujon, physiothérapeute. On arrive au mois de mars et le mois de mars est le mois de la nutrition. Donc, pour essayer de fitter dans le sujet, les deux épisodes qui vont être diffusés pendant le mois de mars, les deux épisodes de podcast seront en lien avec la nutrition. Donc, aujourd'hui, pour le premier de cette série d'épisodes sur la nutrition, épisode 17, je reçois Maxime Saint-Onge, plus connu sous le nom de Dr. Kin sur les réseaux sociaux. Maxime, qui est kinésiologue, qui a une maîtrise en nutrition et un doctorat en sciences de l'activité physique, qui est vraiment une référence dans le domaine de tout ce qui est métabolisme énergétique, composition corporelle, perte de poids saine et durable. Donc aujourd'hui, on a abordé tous ces sujets-là. On a parlé de perte de poids, de tous les mythes qui sont en lien avec la perte de poids aussi. On a parlé aussi de la théorie derrière la perte de poids. Donc, qu'est-ce qui fait que ça peut fonctionner ou non? On a parlé de composition corporelle, de modification de la composition corporelle et évidemment tous les principes en lien avec tout ce qui est dépenses énergétiques, activité physique, entraînement. On a parlé des différences entre les hommes et les femmes. Donc, vraiment, tout plein de sujets extrêmement intéressants avec une personne qui en connaît beaucoup dans le domaine. Donc, ça, c'est pour l'épisode 17. Ceci étant dit, continuez à participer à la discussion. J'ai eu beaucoup de commentaires, beaucoup d'échanges dans les dernières semaines avec les auditeurs. Donc, continuez à écrire. Et encore une fois, si pour vous, c'est important, tout ce qui est en lien avec l'éducation en matière de santé, de défaire les mythes, de contrer la désinformation scientifique en lien avec tous les domaines de la santé, si pour ça, c'est des valeurs qui vous rejoignent, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à partager dans vos réseaux, à taguer vos amis dans les publications, à partager les épisodes. Donc, ceci étant dit, c'est parti pour l'épisode 7. Je vous souhaite une excellente écoute avec le kinésiologue Maxime Saint-Onge. All right, c'est parti. Maxime Saint-Onge, merci d'être venu ce matin. Ça fait plaisir. Comment ça va? Ça va bien, merci. Et toi? Ça va super bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je suis super content de te recevoir. C'est d'ailleurs une ancienne invitée que j'avais reçue, je crois, au 3e épisode, Alexia Demacor, la nutritionniste, qui m'avait donné ton nom. Fait que très excité ce matin de parler de plein de choses qui circulent autour de la sphère de l'entraînement. Je sais que toi, tu as un intérêt puis aussi une expertise particulière en termes de composition corporelle, perte de poids, nutrition, entraînement, performance, tout ça. Fait qu'on va jongler un peu là-dedans aujourd'hui. Pour que les gens puissent te connaître un peu plus, toi, tu as d'abord étudié en enseignement de l'activité physique. Puis après ça, tu as fait des études un peu plus poussées, justement, pour être un peu plus proche de tout ce qui était la nutrition, la performance. Peux-tu me refaire un petit peu un résumé de ton parcours, un peu de tes études, puis c'est quoi qui t'a amené à acquérir ces connaissances-là? Oui, puis je vais essayer de faire ça le plus succinct possible parce que c'est un parcours assez atypique. Oui, c'est ça. À la base, moi, je suis rentré au bac en enseignement de l'activité physique à l'UQAM en 95. Puis ça s'est décidé avec un 25 cents. Ah ouais, hein? J'ai flippé, puis soit que c'était philosophie, soit que c'était éducation physique. Okay. Fait que ça a donné éducation physique, fait que je suis rentré là-dedans. Donc, j'ai fait le bac en enseignement parce qu'à l'époque, c'était le seul bac vraiment qui valait la peine, où est-ce que tu pouvais sortir avec une profession. Là. Il n'y avait pas kinésiologie, puis travailler dans un gym, c'était 7 piastres et 25 $, puis tu pouvais faire ça n'importe comment, pas besoin d'un bac. Ouais. J'ai fini le bac, bien content. Après ça, je m'intéressais beaucoup à la nutrition, mais j'avais le goût aussi de travailler un peu quand on finit nos études, on a le goût d'un genre d'élan de professionnalisme, puis on veut s'accomplir. Fait que j'allais travailler au Maroc avec un collègue. Ah ouais. Dans un gym, que ça a été une expérience complètement différente de ce qu'on pensait au début. Puis ça m'a convaincu de retourner aux études après. Donc, j'ai commencé une maîtrise en nutrition qui s'est transférée tranquillement en doctorat en nutrition. Donc, j'ai fini ma maîtrise. Puis après ça, il y a un gros chercheur, un des top 5 dans le monde en obésité qui est arrivé à l'Université de Montréal puis qui partait un labo. C'est qui? Dr. Eric Pullman. OK. Puis, donc, c'était une opportunité unique. Là. On a
moi, je suis devenu un peu son bras droit pour monter le labo. Fait que c'était presque poser panneaux de gyps et murs puis acheter l'équipement. Fait que ouais, hein, ça partait de neuf. Ouais, c'était un gros labo. Là. Tu parles d'une couple de millions. Là. Fait que c'était vraiment intéressant. Fait que j'ai commencé mon doctorat après ça. Le seul X, c'est que le docteur Eric Pullman a été condamné pour fraude scientifique. Aïe, aïe. Fait qu'un des plus gros cas de fraude scientifique des 20 dernières années. Fait que ça a changé un petit peu. Fait que mon doctorat a transféré au département de kinésiologie de l'Université de Montréal pour pouvoir le finir. Parce que lui, il a fait de la prison. Puis, c'est particulier. Finalement, ça a donné un doctorat en sciences de l'activité physique, c'est ça? Exactement. Qui a commencé en nutrition, là, mais qui était avec de l'entraînement de toute façon au début. Ouais. Là. Puis toi, tu enseignes, tu as des tâches comme enseignant. Entre autres, tu m'as parlé tantôt à l'Université d'Ottawa. Ouais. Enseignes-tu aussi dans d'autres contextes également? Ben, j'ai enseigné à l'Université Concordia aussi. C'est souvent là, des contrats que je vais prendre, des cours qui vont m'intéresser, que je vais aller donner. Donc, c'est le cas à l'Université d'Ottawa. Puis, je me suis aussi intéressé beaucoup au collégial, entre autres parce que c'est une clientèle que je trouve particulièrement intéressante. Surtout qu'à cet âge-là, ce moment-là de la vie de quelqu'un, je trouve que c'est des gens qui sont très influençables, autant dans la bonne que dans la mauvaise direction. Puis, pour avoir enseigné à tous les niveaux, donc primaire, secondaire, universitaire, collégial, je dirais, pour moi, je trouve que c'est là que j'ai le plus d'impact sur la vie des gens. Puis au collégial, on veut se distancer des parents, mais on n'est pas encore vraiment autonome. On ne sait pas trop c'est quoi la vie sans nos parents. Puis il faut apprendre à faire l'épicerie, apprendre à avoir un mode de vie. Mm-hmm. Donc je trouve que là... Ils ne sont pas encore très ancrés non plus dans des croyances très fortes ou des espèces d'entonnoirs idéologiques. Là. Exactement. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Là, c'est vraiment ça. Parce que je trouve qu'à l'université, il y a déjà ces sillons-là qui sont un peu tracés, qui sont un peu plus difficiles à influencer, mais une petite anecdote là-dessus. J'enseigne un cours de gestion de stress et méthodes scientifiques au Cégep du Vieux-Montréal. On a un travail à faire, les étudiants ont un travail à faire qui est de mesurer leur activité physique avec leur téléphone, mesurer leur heure de sommeil, puis mesurer le temps d'écran d'utilisation d'un téléphone. Donc, c'est des paramètres étroitement associés à une hygiène de vie. Très d'actualité. Exact. Et je fais faire le même travail à l'université. Donc, systématiquement, je fais faire à tous mes étudiants ce travail-là. Donc, je trouve une façon de l'inclure dans le cours. Là, actuellement, je donne un cours d'activité physique et prévention des maladies. Donc, ça s'y prête très bien à l'université aussi. Mais je vois la différence au niveau collégial, universitaire. Au collégial, ils sont beaucoup plus ancrés. Ils sont déjà, moi, je m'en vais dans cette direction-là. C'est ça qu'il faut que je fasse. Puis, un peu, la vie, c'est plus comme ça. Ouais. Ils ont plus d'assurance. À l'universitaire, c'est ça. Ils ont plus d'assurance dans ce qu'ils font. Collégial, il y a vraiment une incertitude, puis ils dépendent beaucoup plus de moi à savoir qu'est-ce qui est correct. C'est-tu correct si j'ai tant d'heures d'écran? OK, est-ce que c'est trop? Cherche une validation. Exactement. Puis là, je leur dis, écoute, tu as 16 heures par jour sur ton téléphone. Là, les gens vont dire, hey, 16 heures, ça n'a pas de bon sens. J'ai déjà eu un 16 heures par jour sur le téléphone. Là. Wow. Fait que la personne, est-ce que c'est normal? Je ne sais pas si c'est normal, mais je peux te dire que c'est beaucoup. Combien de fois ils chargent leur téléphone dans la journée? C'est incroyable. Mais tu vois, ça me fait penser, moi, je me reconnais un peu dans ce que tu dis. Quand on commence l'université, on dirait qu'on est en train de se former comme profession. Puis là, tu as l'impression d'avoir la réponse à tout. Puis je sais pas c'est quel scientifique qui disait ça, mais il y a une espèce de courbe qui démontre en graphique. Puis tu sais, c'est plus tu creuses dans un sujet, plus tu réalises que tu en sais moins. Puis là, à un moment donné, tu es juste dans l'acceptation qu'il y a bien des choses auxquelles on n'a pas la réponse ultime. Puis que, tu sais, plus tu cherches, plus tu réalises que finalement, on sait de moins en moins de choses ou on est moins certain sur certaines hypothèses ou certains sujets. Je pense que c'est l'effet Durner-Kruger, quelque chose comme ça. Là, c'est ça. Ouais. Là, parce que plus tu en sais, moins tu réalises que tu connais ça. Oui, exactement. C'est vraiment ça qui se passe. Fait que c'est ça. C'est pour ça que j'aime bien enseigner au collégial pour ça, parce que je pense qu'on peut vraiment faire une différence là. Good. Fait que rentrons dans le vif du sujet. On veut parler de tout ce qui a trait un peu à l'activité physique, mais plus en lien avec la composition corporelle qu'on va définir dans pas trop longtemps, en lien avec la nutrition, parce qu'on sait que c'est étroitement lié, mais aussi c'est étroitement lié à l'entraînement physique, la performance et tout ça. Fait que si on commence par définir c'est quoi la composition corporelle, puis un peu que tu nous expliques
qu'est-ce qui est important de comprendre en termes de concept de base pour qu'après ça, on puisse aller sur différents sujets par rapport à cette composition corporelle? Bien, la composition corporelle, c'est quelque chose qui a beaucoup évolué avec les technologies, donc beaucoup avec les outils de mesure. Pendant des années, on a beaucoup travaillé avec le poids parce que c'était la seule chose qu'on était capable de mesurer efficacement, si on veut. Donc, la composition corporelle se résumait à ton poids. Plus tu étais pesant, plus on te classait d'une certaine façon, plus tu étais léger, plus on te classait d'une autre façon. Ceux qui ont fait du sport plus jeunes, lui, il joue au football, il est lourd, c'est bon. Ouais. Lui, il est trop léger. C'était beaucoup comme ça qu'on classait. Les technologies, ça nous permet de décortiquer un petit peu ou de décomposer les compartiments du corps humain. Donc, comment on analyse la composition corporelle? C'est en fractionnant ce poids-là en différentes sous-classes ou sous-catégories. Le modèle qui est le plus souvent utilisé encore aujourd'hui, c'est le modèle à ce qu'on appelle à 2 compartiments. Donc, on va avoir la masse grasse que tout le monde connaît, qui est la quantité de gras qu'on a partout dans le corps. Il y a différentes formes de ça, mais dans l'ensemble, la quantité de gras qu'on a. Puis, il y a tout le reste, qu'on va appeler la masse maigre. Donc, ça va comprendre le squelette, les muscles, puis les organes. Ça, c'est le modèle qui est le plus populaire. Quand on parle de pourcentage de gras, les gens disent « Ah, ben mon pourcentage de gras est à 15 », mais on se trouve à avoir un modèle à 2 compartiments. Donc, on divise notre poids total en masse grasse puis en masse maigre. Puis en réalité, le pourcentage de gras, c'est seulement la fraction de notre poids total qui est du gras. Oui, c'est ça. Fait que si je pèse 100 kg puis j'ai 10 kg de gras, ben 10 divisé par 100, ça va me donner un taux de gras de 10 %. Fait que ça, c'est vraiment le modèle à 2 compartiments. Mais la composition corporelle, ça ne s'arrête pas là. Oui, c'est plus complexe. On peut aller à un modèle moléculaire où on compte, dans le fond, le nombre d'atomes qui sont présents dans le corps. Ah ouais. Alors, ça va loin. Là. On peut vraiment... Moi, j'appelle ça un peu du Star Trek. Là. Ouais. C'est presque du téléporteur où est-ce qu'on va décomposer en quantité on va te fractionner en tes plus petites compositions, là, dans le fond, entre les atomes. Pratiquement, cliniquement, c'est pas quelque chose qui est utile pour le commun des mortels. Là. Ouais. Mais donc, le plus souvent, on va parler de masse grasse puis de masse maigre. Maintenant, on commence à faire un petit peu plus de distinction. On va fractionner un peu plus la masse maigre. On va la subdiviser dans ses composantes. Donc, la masse osseuse, le squelette, la masse viscérale ou la masse des organes, puis la masse musculaire. Donc ça avec l'avènement de technologies comme l'ostéodensitométrie, donc l'utilisation de rayons X pour mesurer la composition corporelle. Ouais. C'est un peu plus démocratisé maintenant comme mesure. Là, des scans, des DEXA, il y en a un peu plus. On commence à analyser un peu plus avec ça. Fait que là, on commence à fractionner un petit peu plus là, la masse maigre, mais grosso modo, c'est masse grasse, masse maigre. Puis quand est-ce que ça devient pertinent ou c'est où que la composition corporelle a un rôle à jouer dans ce qui a trait, par exemple, à la perte de poids? Ou peut-être que c'est 2 sujets ou deux questions différentes, mais par rapport à la perte de poids ou par rapport à la performance. C'est quoi le lien de cette composition corporelle là-dessus, justement? Bien, il est très, très similaire. Contrairement à ce qu'on pense, là, que ce soit performance ou santé, c'est extrêmement similaire. C'est-à-dire que les compartiments, là, notre masse grasse et notre masse maigre, peuvent devenir problématiques. Bon, problématique pour une personne sédentaire, ce n'est pas la même chose que problématique pour un athlète. Je prends un exemple, j'ai un athlète en course à pied, sa masse grasse est problématique parce que c'est ce qui empêche d'améliorer ses performances. On n'est plus capable d'améliorer sa VO2 à l'aide de l'entraînement parce qu'elle est très, très bonne, mais sa masse grasse est un peu trop importante. Alors, pour qu'il devienne plus performant, il faudrait diminuer un peu son gras. Dans le fond, on se trouve à enlever des bagages dans la valise. Comme ça, ça coûte moins cher d'essence à rouler ou on peut rouler plus vite avec l'auto. Alors, c'est problématique pour lui. Là. Dans son monde, c'est un problème parce que ça limite sa performance. Ouais, il y a un coût énergétique, dans le fond, à son déplacement. Exactement. Il court les poches pleines. Ouais. Fait que, ça court moins bien. Ouais. Pour quelqu'un qui est une personne non-athlète, ben, la masse grasse, elle peut être trop importante, ce qui fait en sorte que ça entraîne des complications métaboliques. Ouais. Donc, la masse grasse, c'est pas juste un réservoir d'énergie. C'est un tissu qui est métaboliquement actif. Ça consomme de l'oxygène, la masse grasse, et aussi ça sécrète des molécules. Donc, on parle d'adipokines. Donc, c'est tout simplement des messagers. Puis, pour faire une histoire courte, ben, plus on a une grande quantité de masse grasse, ben, plus on peut produire de ces messagers-là. Puis ces messagers-là ont généralement des effets plus ou moins intéressants sur la santé.
Par exemple? Par exemple, ça va initier l'inflammation est bien à la mode ces temps-ci. Ouais. Donc, il y a plusieurs de ces adipokines-là qui vont mettre en place un état inflammatoire semi-chronique. Ouais, un genre d'inflammation systémique, si on veut. Là. Exact, qui peut mener à des désordres métaboliques comme le diabète de type 2, de l'hypertension, donc peut aussi favoriser le développement d'une certaine rigidité des vaisseaux sanguins. Donc, plein de choses qu'on ne veut pas avoir. Alors, le fait d'avoir trop de gras, ben, pour quelqu'un qui est sédentaire, c'est problématique parce que il y a des effets sur la santé. Fait que dans l'univers de chacun, que ce soit l'athlète ou le non-athlète, trop de masse grasse, ça peut être un problème. Ouais. Alors, j'imagine que c'est aussi en proportion différente selon justement ce type de personnes-là. Parce que, tu sais, quand on parle d'athlète élite, souvent où des secondes ou des microsecondes peuvent faire une différence, comme dans un sprint ou dans un 50 libre en natation. C'est ce genre de truc-là où ils essaient d'aller chercher la fraction de seconde ou le 1% d'amélioration de leur performance, qui est très différent de, par exemple, un coureur amateur qui s'entraîne 4-5 fois semaine, mais qui ne cherche pas nécessairement à battre des performances. Il y a une différence à faire aussi à ce niveau-là. Totalement. C'est un continuum, dans le fond. Si on prend un athlète, je regarde en cyclisme, si je perds 500 grammes de gras, je suis plus léger sur mon vélo. Les gens disent, ouais, mais 500 grammes de gras, c'est rien. Puis, ouais, mais c'est parce qu'il y a des gens qui payent des cartes de vélo 10 000 pour sauver 500 grammes. Moi, je me dis 500 grammes, 10 000 ou couper 500 grammes un petit peu dans le réservoir en avant, ça peut être intéressant. Là. Donc, c'est juste 500 grammes. Alors que pour certaines personnes, on va parler, ce qui serait, je prends par exemple quelqu'un qui va souffrir d'obésité, pour réduire les risques à un minimum, dans certains cas, il faut parler de perdre 20 kilos de gras. Fait que dans ce sens-là, la quantité est différente. Ce qui est beaucoup, là, c'est une grosse perte de poids, c'est un changement majeur à apporter. Alors, les proportions, c'est deux mondes, mais les conséquences dans les deux cas, dans leur univers respectif, sont presque tout aussi problématiques. Oui, mais tu vois, tu ouvres une porte que je trouve intéressante parce que, tu sais, on s'entend que, on dirait de plus en plus, il y a beaucoup de discussions ou de débats social, si on veut, associé au poids, à la perte de poids, l'image corporelle. On est beaucoup dans... Il y a une espèce de mouvement d'acceptation de toutes les images corporelles, puis on sait que ça a un grand lien avec la santé mentale aussi, l'image corporelle. En ce moment, au niveau scientifique, comment ils font pour définir... Est où la ligne pour dire ça commence à être problématique? Parce qu'on s'entend qu'il n'y a pas une image d'un poids santé. Ça dépend de plein de choses. Fait que tu peux voir une image d'un corps X, puis sur deux personnes différentes, ce même corps-là va pas nécessairement être la même santé, si on veut, ou la même exact. Image ou représentation de la santé. Fait qu'au niveau scientifique, en ce moment, comment on trace la ligne entre, là, en termes de poids ou en termes de masse grasse, ça devient problématique, puis on est dans quelque chose qui est très correct, très raisonnable? Ça, on part avec des données épidémiologiques. Donc, c'est vraiment ça à la base qu'on va faire. Puis, c'est des statistiques, c'est des probabilités. Donc, c'est vraiment, en anglais, c'est des rapports relatifs ou des risques relatifs qu'on va faire. Et on détermine que si tu as une composition corporelle X ou si tu as un poids Y, tes risques de développer ton risque de mortalité, toute cause confondue, est plus important. En français, ça veut dire quoi? À la base, on utilise l'indice de masse corporelle. Ouais. Donc, ça, c'est le plus simple parce que c'est là qu'on a le moins de marge d'erreur dans notre mesure. On prend le poids, la grandeur, la marge d'erreur est relativement confortable et ça nous donne une valeur. Puis on remarque que plus l'IMC monte en haut de 27, plus le risque de décès prématuré, toute cause confondue, augmente. Ça, c'est clair dans les statistiques. Mm-hmm. Là, il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais moi, je suis un culturiste professionnel, j'ai beaucoup de muscles, j'ai pas beaucoup de gras. » Correct. Ton IMC ne représente pas la même composition corporelle qu'une personne qui va être obèse, par exemple, même si vous avez le même IMC. Sauf que, petite anecdote intéressante, si on regarde l'âge moyen
de décès des culturistes professionnels, je crois que c'est 54 ans. Ah ouais. Hein? C'est pas 78 ans ou 80 ans. Ils meurent pas. C'est une maladie cardiovasculaire? Ben, je pense que dans le top 5 des causes de décès, il y a quelque chose comme drive-by shooting. Donc, tu sais, métaboliquement, ça ne sera pas les mêmes conséquences, les mêmes choses, mais c'est ça. Donc, c'est une autre histoire. Mais statistiquement, on pourrait dire que l'IMC tient la route pour prédire la mortalité, toutes causes confondues. Parce qu'il y en a beaucoup qui, ça dérange l'IMC. Puis, beaucoup? Je pense que le débat quand même a sa place, là, parce que c'est un chiffre qui est déterminé selon deux mesures, tu sais, le poids, la grandeur. Fait que là, quelqu'un qui est très petit, très costaud, très trapu, aurait peut-être plus tendance à avoir un IMC plus élevé, même en ayant un poids qu'on considérerait comme étant le poids santé. Puis encore une fois, je trouve que c'est un peu un terme qui est un peu lancé en l'air des fois, ou je sais pas comment ils définissent ça exactement. Toi, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? C'est que la plage d'IMC entre 19 et 25, c'est là, c'est ça à quoi on se compare pour voir le risque relatif. Donc, quand on dit que ton IMC monte, ton risque de décès augmente par rapport à quelqu'un qui aura un IMC entre 19 et 25. OK, c'est tout le temps ça la comparaison. Exactement. Fait que c'est pour ça qu'on va dire que cette plage-là, c'est celle qui est la plus intéressante à avoir. Fait que oui, c'est sûr que c'est pas parfait. On s'entend, c'est une mesure qui prend ton poids et ta grandeur. Là. Si c'était parfait, ce serait l'invention du siècle. Ouais. C'est vraiment plus que ça. Puis ce que tu mentionnes, c'est très vrai. Là, dans les extrêmes de grandeur, tant grand que petit, ben oui, ça perd un peu de sa validité, là, l'IMC. Il y a des nuances à apporter. Mais pour une population, c'est extrêmement efficace et ça révèle beaucoup de choses. Lorsqu'on va parler d'un individu, là, c'est un peu plus intéressant d'aller voir la composition corporelle. Donc, d'aller voir la masse grasse puis la masse maigre, à savoir, est-ce que ces valeurs-là sont correctes? Puis au fil des ans, ce que les chercheurs ont développé, c'est la même chose que l'IMC, donc le poids divisé par la grandeur au carré, mais pour les compartiments de la masse grasse puis la masse maigre. Donc, on prend la masse grasse qu'on divise par la grandeur au carré. Fait que ça nous donne un indice de masse grasse, si on veut. Puis on a fait la même chose pour la masse maigre avec un indice de masse maigre. Alors là, on peut déterminer pour ta grandeur, c'est quelle quantité de gras qui commence à être problématique. Ça devient intéressant parce qu'on peut le corréler, ou pas le corréler, mais on peut le comparer à chacune des grandeurs. Exactement. Puis c'est discriminant. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un culturiste qui aura un IMC de 33, une personne obèse qui aura un IMC de 33, on peut venir à fractionner cet IMC-là et te dire, bien, par rapport à ta grandeur, ton gras est à combien? Par rapport à ta grandeur, ton muscle est à combien? Ou ta masse maigre est à combien? Donc ça, c'est beaucoup plus discriminant. Le problème de ça, c'est qu'on se rend compte qu'il va y avoir des gens qui ont des IMC normaux, donc entre 19 et 25, mais qui ont trop de masse grasse. Ouais. Alors, ça change un petit peu l'approche, l'intervention. Puis, la problématique que je trouve qui est fascinante, puis où les gens, des fois, vont avoir tendance à déborder un petit peu, c'est quand tu mentionnais le mouvement actuel, là, où est-ce que l'image corporelle, c'est important de s'accepter. Puis, c'est clair qu'en termes de santé mentale, c'est super important d'avoir une bonne estime de soi, de s'accepter. C'est correct, ça a des bénéfices. Sauf que si on a trop de masse grasse, le fait de s'accepter, ça ne réduit pas nos risques d'hypertension puis de diabète de type 2. Donc, c'est super correct de s'accepter, mais il faut être conscient aussi qu'il y a des risques à cet état-là. Puis si on est prêt à vivre avec ces risques-là, ben c'est correct. Il faut juste que les gens soient informés puis que ce soit une décision consciente. Oui, une décision éclairée, dans le sens qu'en toute connaissance de cause, de savoir tous les éléments. Parce que c'est ça, tu as raison de dire ça, parce que souvent, je ne suis pas nutritionniste, puis je suis pas calé en nutrition nécessairement, ça m'intéresse beaucoup, mais ce que je vois, c'est que clairement, tant qu'à être dans une composition corporelle qu'au niveau statistique, on considère problématique, c'est mieux de s'accepter puis de s'aimer puis d'avoir une bonne estime de soi. Pour toute personne confondue à poids égal ou à composition corporelle égale, ben, j'aime mieux que tout le monde s'aime et s'accepte parce qu'au niveau de leur santé mentale, ben, c'est déjà bien mieux. Mais sachant cela, c'est quand même important de savoir que ben, il y a un certain risque associé justement à avoir une masse grasse significativement plus importante parce qu'on est capable de lier ça à justement ces causes de décès-là. Exact. Puis un n'empêche pas l'autre. Ouais. C'est-à-dire que c'est correct que quelqu'un s'accepte et dise je suis bien dans ma peau,
Puis on peut quand même travailler pour chercher à améliorer la composition corporelle pour réduire le risque. Là où c'est vraiment difficile, c'est parce qu'il y a beaucoup d'échecs dans les approches pour la perte de poids, mais vraiment beaucoup. Donc, ça devient un petit peu comme le traitement pour certains cancers il y a 20 ans. Ouais. Donc, l'approche pouvait te tuer. Fait que des fois, il y a des patients qui ont dit, moi, là, regarde, je préfère avoir une belle qualité de vie, pas être lié à mon traitement, puis souffrir à cause de mon traitement, puis peut-être mourir à cause de mon traitement, puis laisser le cancer avancer, puis mourir. Tu sais, c'est un parallèle, ce n'est pas une comparaison directe avec le surpoids puis le cancer, mais c'est juste que, c'est un exemple, à un moment donné, le traitement, il est pire que la maladie. Alors, c'est un peu la même chose, sauf qu'il y a beaucoup d'approches qui sont vieillottes un petit peu dans la perte de poids. Puis ça rejoint beaucoup tout ce qui est discrimination, puis la perception qu'on a des gens qui sont en surpoids ou obèses. Puis là-dessus, je rejoins beaucoup le mouvement de la grossophobie, de dire qu'on ne devrait pas stigmatiser quelqu'un pour son poids au même titre qu'on ne devrait pas stigmatiser quelqu'un pour son origine ethnique ou son orientation sexuelle. Exactement. Moi, c'est la même chose, sauf que si je dis que les personnes afro-américaines sont plus à risque de mourir des maladies du cœur, est-ce que c'est raciste? Statistiquement parlant, oui. Si l'épidémiologie le démontre, c'est ça se peut que ce soit un fait. Exact. Puis à ce moment-là, je me dis, on va les aider. On va essayer d'intervenir puis voir pourquoi spécifiquement ils sont affligés un peu plus par cette problématique-là. Donc, tu sais, ça devient quelque chose de positif. Là. On ne vient pas marginaliser quelqu'un en fonction de son origine ethnique, mais on vient adapter l'intervention potentiellement à cause de certaines caractéristiques génétiques qui lui sont propres. C'est différent. Puis, l'autre chose, par exemple, c'est que quand on va faire une intervention en perte de poids, on va souvent avoir des préjugés. Puis ça aussi, c'est vrai qu'il y a des préjugés dans le domaine de la santé, mais la plupart des préjugés viennent d'un manque de connaissances. On va faire le lien avec l'activité physique puis la nutrition. Mais on va souvent résumer le surpoids à quelqu'un qui est paresseux. C'est ça, glouton. exact. C'est quelqu'un qui s'empiffe puis qui fait rien, puis c'est strictement un manque de volonté. Mais à voir la progression du taux d'obésité mondialement, la majorité de l'espèce humaine là, est gloutonne et paresseuse. Je pense pas que ça soit ça. Là. Oui, ça se peut qu'il y ait certains individus qui soient paresseux puis qui soient gloutons, puis ça se peut, là, ça existe. Probablement même des personnes pas du tout grosses, minces, ou qui ont juste comme une morphologie en ayant une masse adipeuse plus élevée, mais ils restent somme toute filiformes ou plus ectomorphes. Visuellement, ça paraît moins. C'est ça. Ils peuvent être autant paresseux. Exactement. Fait que, ça peut être une cause, mais là où est le problème, c'est qu'on ne va pas investiguer sur ces causes-là. Puis c'est ça le problème qu'on va arriver à gérer la composition corporelle d'individus, c'est qu'on utilise très peu de mesures et on se fie à nos perceptions. Puis nos perceptions sont fondamentalement mauvaises pour déterminer notre balance énergétique. On n'est pas bon pour savoir combien de calories on mange. On est encore plus mauvais pour savoir combien de calories on dépense. Ah ouais, hein? Fait que ça, c'est comme de faire affaire avec un comptable qui ne sait pas compter. Attends-toi pas à ce que tes états financiers fassent du sens. Oui, Revenu Québec va venir cogner chez vous. C'est sûr. Donc, ça ne marche pas. Là. Fait que c'est ça, mais on continue à s'entêter à faire des débats sur les préjugés. C'est correct, je pense qu'il faut qu'on en parle, mais à la source, c'est un manque de connaissances. La majorité du temps, presque la totalité du temps, les préjugés, ça vient d'un manque de connaissances. Donc, c'est ça. Et là, je trouve que le débat prend une tangente parce qu'il faut laisser faire la perte de poids. Il ne faut pas perdre de poids. Là-dessus, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'il faut faire les choses correctement. Il faut bien analyser la situation d'une personne et identifier pourquoi cette personne-là est en surpoids. Puis c'est quoi la meilleure intervention pour lui faire perdre du poids de façon saine et durable. Exact. Puis ça vise un objectif qui est beaucoup plus gros que changer le poids ou le chiffre sur la balance. Exact. Dans le sens que la perte de poids dans un monde idéal est simplement un effet secondaire de saines habitudes de vie qu'on essaie d'ancrer. On devrait plus viser comment on va faire pour que ton alimentation soit un peu plus saine, un peu plus équilibrée. Comment on va faire pour que tu sois capable de bouger un peu plus dans quelque chose que tu aimes et que ce soit durable. Parce que c'est ça l'autre aspect. Les statistiques démontrent, puis tu me corrigeras si je me trompe, 90 à 95% du poids perdu en diète,
Quand on regarde 5 ans plus tard, les gens reprennent ce poids-là. Fait que la mentalité ou la culture des diètes ne fonctionne pas pour la perte de poids. Elle fonctionne à court terme. Puis tu sais, c'est là que tout le monde a sa diète qui fonctionne parce que techniquement, toutes les diètes vont fonctionner. Tu réduis la quantité d'énergie que ton apport énergétique que tu prends. Donc, tu vas clairement, tu sais, c'est une question de mathématiques, là, Oui. la perte de poids, c'est la dépense calorique versus l'apport calorique. Donc, c'est sûr que toutes les diètes vont fonctionner dès lors qu'on diminue la quantité de calories qu'on ingère. Mais quand on regarde 5 ans plus tard, ces gens-là ont repris le poids. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas ciblé les habitudes de vie, le sport, l'activité physique, la nutrition, le sommeil, tu sais. Exact. Puis c'est ça, parce que l'objectif de la diète, c'est de faire perdre du poids. Ouais. Les gens se gratifient, se valorisent en fonction du poids perdu et non pas en fonction des habitudes qui ont été modifiées. Puis ça, c'est pas mal répandu, là. Il n'y a personne qui va dire « Yes, aujourd'hui, là, j'ai atteint mon niveau d'activité physique, cible, c'est parfait. » Si on regarde sa balance puis il y a 3 kilos de plus, on n'est pas content. Ouais. Même si on atteint. Donc, c'est sûr que toutes les diètes fonctionnent quand elles réussissent à créer un déficit énergétique puis on perd du poids. Ouais. Fait que si on regarde juste ça, ben, toutes les diètes marchent. Si l'objectif, c'est de maintenir le poids perdu, là, c'est une autre histoire. Parce que pour faire perdre du poids, c'est, entre guillemets, facile. On le sait comment, là. On arrête de manger 3 jours, on perd du poids. Tu sais, c'est simple comme ça, là. Tu sais, c'est de créer un déficit énergétique. La difficulté, c'est comment on peut modifier les habitudes de vie pour atteindre une composition corporelle qui est acceptable. C'est-à-dire, acceptable, ça veut dire qui présente un minimum de risque pour la santé. Ouais. C'est ça le challenge. Puis, comme tu mentionnais, la perte de poids, c'est une conséquence. Exact. C'est pas Un effet l'objectif. secondaire. Exactement. C'est le sprinter aux Olympiques que tu regardes, tu te dis, mon Dieu, il est musclé. Il ne s'entraîne pas pour avoir des épaules rondes. Non, c'est ça. Il s'entraîne pour couper 1/100 de seconde. Ouais. Fait que lui, la conséquence, c'est, ben, ouais, mon épaule est comme ça, mon mollet est comme ça, mes fesses sont comme ça, mais c'est pour courir plus vite. Ouais. Puis, quand même que ça a l'air correct ou non, ma composition corporelle, moi, je veux qu'elle me fasse courir plus vite. C'est l'intermédiaire pour courir plus vite. Ouais. Si on regarde tous les sportifs, il y a certains sports qui ont des corps typiques, tu sais, des morphologies de corps, comme les nageurs qui ont des épaules plus larges, un dos plus large, des cyclistes qui vont être souvent plus fins, plus maigres ou plus minces plutôt. Mm-hmm. Mais c'est juste que la façon que leur corps dépense et utilise l'énergie pour faire cette activité-là spécifique, ben, va former leur corps d'une certaine façon. Mais les gens ne s'entraînent pas pour atteindre ça spécifiquement. Non. Puis, tu sais, ça mène à voir la composition corporelle qu'on a, là. Toi, moi, tout le monde, là. C'est l'adaptation parfaite à ce qu'on donne à notre organisme et à ce qu'on y demande, dans la vaste majorité des cas. Donc, ce que tu fais et ce que tu manges, ça détermine ce que tu as de l'air. Ouais. C'est ça. Donc, on est le résultat un peu des interactions qu'on a, que nos gènes ont avec notre environnement. Si on s'en va tous sur une île déserte où il y a juste du gazon à manger puis il y a des guépards qui nous courent après, on va tous perdre du poids. Ouais. Il y en a qui vont peut-être en perdre un peu plus, il y en a qui vont peut-être en perdre un peu moins, mais on va tous en perdre. Fait que chaque fois qu'on a une composition corporelle, c'est pas ça le problème. La composition corporelle, c'est comme un symptôme qui amène des complications parce qu'il y a trop de masse grasse, etc. Mais la composition corporelle représente l'adaptation parfaite de notre relation avec l'environnement. Donc, c'est pas ça qui est le problème. C'est notre relation avec l'environnement. Là. Donc, vraiment, tout. Là, il y a un aspect social à ça, il y a un aspect psychologique à ça, il y a un aspect économique à ça, il y a un aspect, ce qu'on appelle l'environnement bâti. Tu sais, s'il n'y a pas de trottoir proche de chez vous, on a beau dire marcher, c'est super important, mais moi, je reste dans un rang, puis il faut que je marche 15 km dans la rue, puis il y a des autos qui passent à 80 en plein mois de janvier. Pas sûr, je vais le faire. Puis c'est normal. C'est normal, oui. C'est ça. Donc, fait que c'est des facteurs qui sont vraiment importants, mais qui vont vraiment rentrer dans ce qui influence notre composition corporelle. Fait que si on revient un peu au stigmate là, qu'on va observer avec les gens obèses, ben, c'est bien plus complexe que juste « je mange trop, je bouge pas assez ». À la base, on sait que cette personne-là, si elle est devenue obèse, c'est parce qu'elle a été exposée à un surplus énergétique. Ça, on le sait. Oui, mais pourquoi il y a eu ce surplus énergétique-là? Puis c'est là que les gens vont souvent tomber dans le jugement, puis ils vont dire « c'est de sa faute ». Peut-être. Mais il faut l'évaluer. Puis si toute sa vie, dans son enfance, tout ce qu'il a connu, c'est il n'y a pas de repas qui sont cuisinés à la maison, papa et maman, ils ramassent du McDo à chaque soir,
ben il y a un peu... C'est comprenable que tout ce qu'il ne connaît, ce soit ça. C'est ça. Tu sais, on est bâti où on va agir selon les habitudes de vie qu'on a acquises, puis on va les acquérir beaucoup dans notre enfance quand ce sont les parents qui prennent les décisions pour nous. Oui, puis après ça aussi, il peut y avoir des choses hors de notre contrôle. Tu sais, ça peut arriver, là. Par exemple, une situation financière précaire, tu es seul en appartement, tu te prends un coloc, après ça, ben, il faut que tu vives avec le ou la coloc, qui a des habitudes de vie peut-être différentes qui vont t'influencer. Donc, il y a plein de facteurs c'est pas uniquement, mettons, une question de McDo. On peut bien manger puis avoir d'autres habitudes de vie problématiques qui font en sorte que on accumule du poids. C'est vraiment multifactoriel. Puis ce qui est difficile, c'est qu'on va juger rapidement sans avoir pris le temps d'évaluer ces différents facteurs-là. Exact. Parce que c'est long, Donc, on préfère tomber dans le jugement facile de dire, bon, mais c'est pas compliqué. Pour être cru, là, la personne est grosse, c'est parce qu'elle mange mal et qu'elle bouge pas. C'est ça. On va s'arrêter rapidement à l'apparence, dans le fond, là, comme dans bien d'autres contextes. Puis, je prends l'exemple, mon projet de doctorat, c'était avec des femmes obèses post-ménopausées, puis on mesurait l'impact d'une restriction calorique avec ou sans entraînement de musculation. Fait que communément, là, c'était une clientèle, j'ouvre des guillemets, là, de petites madames. C'était ça, là. Moi, mon jugement, là, c'était « Oh mon Dieu! » Parce qu'initialement, le projet, c'était supposé être avec des athlètes. Puis, faute de fond, on a changé de projet, puis on a gardé le même protocole d'entraînement, mais avec, entre guillemets, les petites madames. Puis moi, je me dis, ça n'a pas de bon sens. Là, on fait des tests de force max, on fait des tests de VO2 max. Ça va être atroce avec les petites madames, puis ça va être ridicule. Mais on avait fait installer un gym au département pour que les dames viennent s'entraîner 3 fois semaine. Puis c'est un protocole. On testait à force max. Les charges, c'était pas des petits poids roses. Là. Et moi, là, j'ai ravalé mes paroles, là, mais j'ai le plus grand respect pour ces dames-là. C'est un préjugé initial. Totalement. Là. J'étais dans le préjugé total, mais un appareil de développer des membres inférieurs, là, un leg press, qui se vend dans les gyms, que la plupart des gyms au Québec ont, là, un leg press horizontal, ça va à 400 livres. Puis dans les gyms, ça fait le travail. Mes petites madames, c'était pas assez. Ah ouais, wow. Il a fallu qu'on rajoute 140 livres dessus. Puis il a fallu appeler la compagnie et dire combien de poids tu peux me mettre. Il y a de la place on peut rajouter 140 livres, mais on ne sait pas si la machine va tenir. C'est pas quelque chose qu'ils avaient déjà fait avant. Là. Fait qu'il n'y avait pas de gym qu'ils avaient appelé avant pour dire écoute, notre clientèle d'athlètes entraînés aurait besoin que tu augmentes de 140 livres la machine. Là. Ouais. Mais moi, mes petites madames, là, c'était ça. Puis c'était pas une qui était l'exception. Il y en avait plusieurs qui dépassaient le 400 livres sur l'appareil là, pour les membres inférieurs. Pardon. Fait que tu sais, c'est des préjugés qu'on a. On se dit, ils sont pas en forme, ils vont être paresseux, ils vont... Écoute, c'était pas ça, là. C'était des brutes, là. C'était vraiment des brutes, là. D'où l'importance de tout le temps pousser plus loin puis d'évaluer l'ensemble des facteurs qui peuvent influencer le style de vie, les habitudes de vie, puis la dépense énergétique, la nutrition de chacune de ces personnes-là. Tu sais, juste la dépense énergétique, moi, je me spécialise là-dedans. Je fais des mesures de dépense énergétique, on fait porter des appareils. Ça ressemble un peu à des fitness trackers, là, des Apple concrètement, Watch, comment on fait ça? Dans le fond, il y a plein de façons. La façon qui est la plus accessible et qui gagne le plus en popularité, c'est les accéléromètres. Donc, tous ceux qui ont des téléphones intelligents et des accéléromètres dedans, ça compte les pas dans le téléphone. Ceux qui ont des montres intelligentes, ça va aussi mesurer, dans le fond, les accélérations, puis ça va transformer ça en valeur d'activité physique. Il y a beaucoup de biais, c'est excessivement complexe. Moi, j'utilise des appareils de recherche parce qu'on peut vraiment tout paramétrer, puis ça minimise beaucoup les biais. Et il n'y a pas une mesure que j'ai faite depuis 2004 qui ne s'est pas avérée intéressante parce que je n'ai pas fait voici quelque chose qui pourrait expliquer pourquoi. Puis, ce que j'ai réalisé, c'est que les gens, puis je m'inclus là-dedans, on est fondamentalement mauvais pour évaluer ce qu'on fait. Il y a des gens, je leur demande comment était ta semaine. Super bien, bougez beaucoup, tu es super actif. Puis là, on regarde les chiffres. Là. Puis moi, j'ai une mesure minute par minute. Là. L'appareil s'enregistre 60 fois à seconde. Là. Wow. Fait que j'ai tout. Là. Puis là, on regarde. OK, tu étais très actif. OK, je vois que tu t'es entraîné lundi après-midi, tu t'es entraîné mercredi matin, tu t'es entraîné jeudi soir, puis vendredi matin. Oui, c'est bon. OK, parfait. 4 fois. Fait que, OK, c'est super respectable. Là, on regarde le reste de la journée. Oh, OK. Fait que là, j'ai
6 heures assis lundi, 8 heures assis mardi, 9 heures assis mercredi. Ah ouais, mercredi, j'avais des réunions. Puis, bon, écoute, moi, je te dis pas que tu avais raison ou non d'être assis. Je te dis, tu as 9 heures assis, là, tu sais. Puis je regarde ton temps sédentaire. Fait que je me dis, bon, ben OK. Fait que si je regarde ça, là, toi qui considère qui s'entraîne beaucoup, qui est un athlète, etc., ben ma mère, qui passe 80 ans, a fait plus d'activité physique puis elle est moins souvent assise dans sa journée que toi. Mais toi, tu me dis que tu es actif. Puis ma mère, elle va dire qu'elle est sédentaire. Parce que ma mère, elle ne s'entraîne pas. Intéressant, ça. Fait qu'elle a fait du ménage, elle va faire du jardinage, elle va travailler sur le terrain, mais ça, c'est du travail. C'est pas de l'activité physique pour elle. Ouais. Versus l'athlète s'est dit, mais je me suis entraîné vraiment fort. Là. Hey, j'ai squatté jusqu'à temps que j'ai perdu connaissance tellement j'ai fait du squat pesant. Ben, c'est correct, mais les 23 autres heures de ta journée, tu as fait quoi? Ouais. Et c'est toute cette perception-là que les gens n'ont pas. Fait qu'on dirait que les gens, parce qu'ils s'entraînent, pensent qu'ils dépensent beaucoup de calories. Puis les gens, parce qu'ils ne s'entraînent pas, ils pensent qu'ils n'en dépensent pas beaucoup. Ouais. Mais tu sais, l'exercice, c'est une fraction de l'activité physique. Ben oui, puis d'ailleurs, récemment, il y a eu les nouvelles normes canadiennes par rapport à l'activité physique qui sont sorties, puis ils ont inclus là-dedans le temps de sommeil, ils ont inclus le temps d'écran associé à des loisirs, jeux vidéo, télé, Netflix, etc. Et ils ont aussi intégré le temps de sédentarité, fait que le temps assis. Mm-hmm. Puis moi, je lisais les chiffres, là, puis la société dans laquelle on vit en ce moment, les gens ne respectent pas ça. Okay. Juste l'aspect de, tu sais, je pense que c'était 8 heures par jour assis maximum qu'ils recommandaient. Écoute, il faudrait que je leur sorte, mais c'était entre 6 et 8 heures, possiblement basé sur une journée de bureau. Fait que, mais c'est parce que on s'entend qu'il y a quoi, au moins un métier sur deux que c'est du bureau. Puis le soir, on fait quoi? On mange assis, on écoute la télé assis, on joue à des jeux vidéo assis, tu sais. C'est énorme. C'est vraiment, vraiment inquiétant. Plus que 4 heures assis par jour, tu as un effet sur le risque de mortalité toutes causes confondues. Ah ouais, hein? Fait que si tu es assis plus que 4 heures par jour, ben ça augmente ton risque de décès. Plus que 5-6 heures d'exposition à des écrans, ça augmente ton risque de décès. Ben, tous les travails de bureau sont automatiquement cochés dans cette catégorie-là. Exactement. C'est-tu des proportions qui sont significatives ou... Comparativement à quelqu'un qui ne ferait pas ça, le cumul des deux, là, ça doit avoisiner les 60% d'augmentation du risque de décès, toutes causes confondues. Parce qu'il faut aussi, dans le sens que ça, pour quelqu'un qui a déjà des facteurs qui le prédisposent à avoir des décès, exemple, qui a déjà des antécédents de cancer, diabétique, il y a déjà de l'hypertension, mais pour lui, ce 60%-là d'augmentation est quand même important. C'est désastreux. Là. Versus quelqu'un qui a un travail actif, qui fait du sport régulièrement, qui s'alimente bien, qui prend aucun médicament, aucune condition de santé, ben si on augmente de 60%, ben si lui, son risque est de, je sais pas moi, 1%, ben tu augmentes de 60%, c'est négligeable. C'est ça. C'est un risque quand même. Exactement. Moi, si on augmente mes chances de gagner à la loto de 60%, je vais m'acheter un billet. Ouais, c'est probablement plus qu'un. Ouais. Cette semaine-là, je vais avoir un bon budget pour ça. Là, parce que je vais m'attendre à gagner. Ben, inversement, si j'augmente les risques de quelque chose de 60%, c'est intéressant. C'est ça. Donc, c'est quelque chose qui est... Puis le gros problème qu'on a, moi, je compare presque ça au tabagisme. Il y a plusieurs années, une femme enceinte qui avait peur de prendre un peu trop de poids pendant sa grossesse, son médecin disait, vous avez juste à commencer à fumer, puis ça va vous aider à régler votre poids. Le médecin fumant dans le bureau à ce moment-là, dans ces années-là. Pas de problème, c'était correct. Là, si tu regardes aujourd'hui, la cigarette, écoute, c'est presque criminel. Quelqu'un qui dirait, moi, je veux fumer au bureau, dans le bureau, écoute, tu ne travailleras pas ici. Là. Non, mais on est encore choqués quand on voit des gens. Moi, dans mon entourage, il n'y en a pas là, qui fument. Là. Mais quand je vois du monde fumer, je suis comme... si t'avais quelqu'un de ton entourage qui disait, hey, j'ai décidé de commencer à fumer, ça me tentait. Tu vas prendre le temps de dire, y a-tu pensé? Tu vas avoir une discussion, là, c'est comme, il y a des risques. Là. Je me suis trouvé une nouvelle job. Avant, là, je travaillais comme éboueur. Là, je me suis trouvé une job là, dans un bureau, là, agent d'assurance. C'est super le fun. Des belles fenêtres. Des belles fenêtres. Mon bureau est écœurant. J'ai une chaise super confortable. J'ai un grand écran. C'est le fun. Je fais des chiffres de 8 heures. Écoute, je mange devant mon bureau tellement j'aime ça. Là,
Hey, félicitations. C'est ça qu'on va dire. Exact. Hey, écoute, t'es passé d'une job déboueur, on s'entend-tu? C'est pas un travail, ça. Hey, là, t'as une vraie job. Attends, on va valoriser ça. Ouais, mais c'est parce que là, t'es en train de te tuer. Puis ton autre job, là, elle augmentait ton espérance de vie. Ouais, exact. On ne regarde pas cet aspect-là. Là. Quel est l'impact d'un emploi sur notre santé ou très peu? Tu sais, si tu dis, moi, je m'en travaillais comme mineur dans une mine de sel en Afrique. OK, là, ça se peut que tu dises, ouais, c'est peut-être dangereux pour ma santé. Là. Ouais. Mais sinon, là, changer d'emploi, tu ne te poses pas ça comme question là, de dire, comment ça va affecter mon niveau d'activité physique? J'ai 1 heure de voyagement à faire en voiture par jour pour aller au travail. Ça veut dire 1 heure le matin, 1 heure le soir, 2 heures. Donc, je rajoute de 2 heures par jour mon temps sédentaire. C'est considérable, là. Oui, clairement. C'est la même chose pour l'entraînement. Ouais. Il y a des gens qui vont faire 1 heure de route pour se rendre au gym, puis qui vont faire 1 heure pour revenir. Ça veut dire que le fait d'aller au gym, tu t'ajoutes 2 heures de temps sédentaire. Ouais. C'est toutes des choses. Tout ce temps-là, c'est du temps qui est peut-être coupé dans du temps pour cuisiner, du temps pour faire de l'activité physique, du temps de sommeil. Puis c'est du temps assis dans l'auto ou dans le transport en commun. Donc, c'est problématique, là. Mais ça, on n'est pas rendu là encore. Puis moi, ce qui m'inquiète, c'est que ça n'a pas de conséquences directes. Il n'y a personne qui est arrivé, cause de décès, il était trop assis. Non, c'est ça, exact. Tu sais, diabète de type 2, des complications, crise de cœur, infarctus. C'est ça qui va être la cause de décès. Puis là, on va dire, écoute, les maladies du cœur, c'est toujours un tueur important. Puis là, on travaille pour réduire ça. Mais c'est quoi les facteurs? C'est ça. Puis on se rend compte que le temps sédentaire, ça tue. C'est dans le top 5 des causes de mortalité, le temps sédentaire. Ouais. C'est quelque chose. Là. Ça tue fou. plus que certains cancers. Mais on va encourager culturellement, là, rentre, viens t'asseoir. Ouais. Non, c'est ça. Mais c'est culturel aussi. C'est ancré dans la société. C'est vraiment des habitudes qu'on a. Puis ça, c'est en train de nous tuer parce qu'on n'est pas en mesure de contrebalancer ce temps sédentaire-là avec suffisamment d'activité physique. Ouais. Tu sais, quand tu dis qu'il y a 15 % à peu près de la population qui rencontre les recommandations de 150 minutes d'activité physique modérée ou plus par semaine, c'est inquiétant. Là. Ouais. Tu sais, moi, quand je regarde la progression des maladies, je me dis, c'est normal, ça me rassure. Parce que on a un mode de vie qui nous... C'est ça, exact. Qui nous met à risque de développer ces maladies-là. Puis effectivement, on les développe puis on en meurt. Fait que, c'est un peu, c'est cohérent. Là. Il fallait que ce soit le contraire. Je me poserais des questions. Là, comment ça se fait? Là? Mais là, la logique tient la route. Ouais. Puis ce qui est frappant, c'est que, qu'est-ce qu'on fait pour changer ça? Pas grand-chose. Ouais. On a des belles campagnes de promotion. On va dire l'activité physique, c'est important. OK, mais qu'est-ce qu'on fait? On disait que le tabagisme, ça tuait. On a interdit, pas le droit de fumer en dedans. Là. Pas le droit de fumer en dedans de 9 mètres d'un édifice public. Pas le droit. On a mis des règlements. Mais est-ce qu'il y a un règlement qui dit que tu n'as pas le droit de rester assis plus qu'une heure consécutive? Non. On va même encourager ça. Écoute, prends pas de pause. Il faut que tu sois productif. Là, si tu peux rester à ton bureau. Puis, les périodes d'école, à l'école, ils peuvent être assis 1h15. Même chose. Tu sais, moi, quand j'enseigne à l'université, là, surtout là, à distance, là, donc en vidéoconférence, je m'excuse au début de la session pour dire « Je suis désolé, mais je vais affecter votre espérance de vie avec le cours. Je vous oblige à être assis devant un écran et ça va totalement à l'encontre d'un cours, par exemple, d'activité physique et prévention des maladies. » Fait que je dis là, pour compenser, voici ce qu'il faut faire. Vous devez atteindre tant de minutes d'activité physique par semaine pour réussir à annuler les effets du cours sur votre santé. Ouais. Ça prend, le 150 minutes par semaine, c'est 22 minutes par jour environ. Fait que, faut trouver une façon de un, au primaire, au secondaire, ça devrait être facile et systématique, une demi-heure d'éducation physique à chaque jour à l'école, avant, après, dans le milieu, peu importe. Ça devrait être obligatoire. C'est un non-sens. Là. Moi, quand j'étais au secondaire, j'avais une période par semaine d'éducation physique. C'est 1h15, le temps de prendre les présences puis les explications du jeu. Tu joues 45 minutes, 60 minutes. Ça n'a pas de bon sens là, qu'on n'ait pas de l'activité physique à chaque jour obligatoire à l'école. Oui. Puis à la base, étant prof d'éducation physique, je vais dire entièrement d'accord. Sauf que on avait fait une petite étude il y a plusieurs années au primaire.
où on avait mesuré l'activité physique, donc on mesurait la dépense énergétique d'élèves du primaire, 24 heures sur 24, pendant une semaine. Où est-ce que les jeunes bougent le moins? Dans leur cours d'éduc? Non. À la maison le soir Ouais. et la fin de semaine. Hmm. Puis les journées qui avaient de l'éducation physique, on n'était pas capable de voir si ça faisait une différence sur leur activité physique totale. Fait que la bonne nouvelle, moi je vois ça dans le verre à moitié plein, là, c'est que Ouais. les jeunes étaient aussi actifs les journées qui n'avaient pas d'éducation physique que les journées qui en avaient. C'est intéressant. Fait que ça, je trouvais ça bien. Ce que je trouvais dommage, c'est que le soir, la fin de semaine, c'était désastreux. On avait vraiment une grosse diminution. Ouais. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faudrait agir, parce qu'ils bougent déjà beaucoup à l'école, parce que, récréation, est-ce qu'ils pourraient bouger plus? Est-ce qu'on pourrait mieux organiser les enseignements pour favoriser les apprentissages? On sait là, que l'activité physique, ça a des effets sur la cognition, sur la mémoire à court terme, la capacité d'apprendre. Fait que ça, je pense que pour optimiser les apprentissages, ça serait clairement intéressant d'inclure l'activité physique. Mais pour bouger plus, je pense que c'est en dehors de l'école qui est le problème. Puis je ne blâme pas les parents, là, mais je pense que si on a de la place pour bouger plus, c'est là qu'il faut... surtout la fin de semaine, là, vraiment, là, je trouve... puis c'est le principal facteur, c'est que les enfants se levaient beaucoup plus tard la fin de semaine. Ouais. On perdait 2 heures, 3 heures d'activité physique, que ce soit d'intensité faible, modérée, peu importe, mais on perdait ça parce qu'au lieu de se lever à 7 heures, se lever à 10 heures. Ouais. Fait que ça, c'est un 3 heures de perdu. Puis c'est pas vrai que c'était des heures où c'était un sommeil réparateur qui leur permettait... Ouais, c'est ça. Que, mais souvent, on peut dormir 12-14 heures là, à cet âge-là. C'est ça. Puis si on revient à notre composition corporelle du début, concrètement, mettons, c'est quoi le rôle de la nutrition sur cette composition corporelle? Quand est-ce que ça peut être important de moduler ou de prendre la nutrition en compte par rapport à la composition corporelle? Puis là, peut-être qu'il y a une nuance à faire entre un athlète versus un sportif amateur versus quelqu'un de sédentaire. Je dirais, c'est tout aussi important que... c'est comme un budget. Je parlais de comptable tantôt. C'est comme poser la question à un comptable, qu'est-ce qui est plus important? Les revenus d'une compagnie ou ses dépenses? Ça va ensemble. C'est dur à dissocier. Là. Ça se peut que dans certains cas, on vise un petit peu plus. Dans l'ensemble, ça va de pair. C'est la même chose. On met beaucoup l'emphase sur la nutrition parce que c'est quelque chose qu'on a... c'est plus facile d'avoir un contrôle. C'est plus facile d'avoir 0 calories qui rentrent. Donc, on peut s'arranger pour qu'aujourd'hui, tu aies 0 calories qui rentrent. Ça se fait. Mais à l'inverse, augmenter ta dépense énergétique de façon systématique, ça peut être beaucoup plus difficile. Si je prends une arme à feu, je t'appointe sur la tempe, puis je te dis « cours sur le tapis roulant, puis arrête jamais », tu vas arrêter à un moment donné. Oui, malgré l'arme à feu. Donc, c'est plus difficile augmenter la dépense énergétique de façon durable, constante, que ça peut l'être de couper sur les calories. C'est pour ça que la plupart des interventions rapides de perte de poids vont miser sur la nutrition. Sauf que d'un point de vue durabilité, effet qui va perdurer dans le temps, c'est pas efficace parce qu'on joue juste sur un côté de la balance énergétique. Ouais. Puis ce côté-là influence l'autre. Plus je coupe les calories, plus j'ai un risque de diminuer ma dépense énergétique sur 24 heures, principalement par une réduction de l'activité physique que je fais. Fait que activité physique, là, ici, je le définis par toute contraction musculaire qui augmente ma dépense énergétique au-dessus de mon métabolisme de repos. Genre marcher, c'en est une. Me brosser les dents, marcher, faire la vaisselle, c'est de l'activité physique. C'est pas de l'exercice. L'exercice, ça va être une activité physique qui est faite dans le but d'améliorer ma santé ou ma condition physique. Fait qu'il y a une nuance qui est importante. Pour le commun des mortels, la majorité de la dépense énergétique en activité physique, c'est le quotidien. Ouais. L'exercice, il y a plein de gens qui ne s'entraînent pas, donc il y a 0 calories là. Puis les gens qui s'entraînent, c'est peut-être 10-15 % des calories qu'ils dépensent sur une semaine. Ce n'est pas la majorité des calories. Donc, ce qui va arriver, c'est que si on regarde l'effet de la nutrition, les gens vont couper, mais ça va se traduire par des conséquences au niveau de la dépense énergétique. On va bouger moins. Puis on remarque que quand on se réalimente, fait que je dis la diète, je suis plus capable, ou je vais tricher, je vais recommencer à manger. Mais chez beaucoup de gens, on ne remarque pas que le niveau d'activité physique va suivre. Ouais. On reste avec l'ancien niveau d'activité physique qui est plus bas, ce qui fait en sorte que on reprend
souvent plus de poids, puis là, c'est problématique. Puis quand je prends plus de poids, ben, je suis un peu plus lourd, c'est un peu plus dur à bouger, donc ça, etc., etc. Fait qu'il y a comme une spirale. Fait que c'est toujours risqué d'aller intervenir au niveau de la nutrition sans considérer l'impact, les répercussions. Puis là, je parle juste sur un plan de dépenses énergétiques, mais il y a des répercussions aussi sociales, psychologiques. Il y a beaucoup de facteurs. Là, le fait si quelqu'un se sent constamment privé lorsqu'il mange, c'est dur, là. Ouais, puis c'est un problème quand tu commences à avoir la nutrition comme ça. Tu as parlé de tricherie tantôt, juste le fait d'appeler ça une tricherie. C'est un non-sens, là. Ouais. C'est quelqu'un autour de France qui dit moi, je vais tricher. Tu te dis, ben, il va se doper pour performer, il va se faire tirer par une auto. Dans le fond, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il prend un moyen détourné pour améliorer ses performances. Ouais. Une triche alimentaire, tu ne te rapproches pas de ton objectif. Non, à la limite, je veux dire, une liposuction, ben, c'est une triche pour perdre du poids parce que tu prends un moyen détourné pour arriver à ton but. Ouais. Ça rentrerait probablement plus dans une définition de tricher, mais de dire que j'ai pris un gâteau au fromage avec deux coupes de vin, j'ai triché. Non, tu as dévié de ton plan de match. C'est tout. Assume, c'est pas tricher. Là. C'est un non-sens. Ouais, puis encore une fois, au niveau de la nutrition, j'ai l'impression que les gens doivent voir ça un peu plus, peut-être plus un peu plus d'une forme globale, un peu comme on parlait de santé globale. Puis, on est beaucoup dans cibler des aliments précis qui vont soit nous aider dramatiquement ou nous nuire dramatiquement. On est beaucoup dans ben là, c'est quel type de tu sais, là, les carbs, là, les gras, qu'est-ce qu'on doit couper? Tu sais, quel macro-aliment? Fait qu'on est beaucoup là-dedans. Puis, qu'est-ce que tu vois que ça peut avoir comme impact, cette espèce de... Je sais pas comment appeler ça, c'est une espèce de fraction des types d'aliments. On catégorise beaucoup les aliments. Ça, c'est des bons aliments, ça, c'est des mauvais aliments. C'est quoi le rôle que ça peut avoir à jouer dans la nutrition en général, puis même, encore une fois, avec la composition corporelle? Bien, c'est une super bonne question. Ça revient un peu à une question de connaissance. Pourquoi on a décidé de couper les glucides? Puis pourquoi, quand quelqu'un va couper les glucides, la plupart du temps, il y a une perte de poids qui est associée à ça. Bien, chez le Nord-Américain moyen, c'est à peu près 45 à 50 % des calories qui rentrent, qui est sous forme de glucides. Si je te dis que tu ne peux plus en prendre, tu viens de couper de moitié tes apports énergétiques. Fait que c'est comme si tu as deux jobs. Tu as une job qui te procure 50 90 % de ton salaire, puis l'autre 10 %. Puis je veux que tu t'en ailles en faillite. Va te congédier de ta job à 90 %. Là, écoute, c'est sûr, tu vas perdre de l'argent, là, ça va pas bien. Là, ton mode de vie, il faut qu'il change là, parce que tu as juste 10 % des revenus que tu avais. Ouais. Fait que c'est la même chose. Fait que c'est facile de cibler les glucides. Puis ça va avoir un effet, ça perd de poids. Puis les gens, leur marqueur de succès, c'est pas est-ce que je suis capable de tenir ça? Est-ce que c'est sain pour moi? C'est quoi les effets métaboliques de ça? C'est pas dans le discours, ça. C'est hey, j'ai perdu. C'est quoi le chiffre? J'ai perdu X kilos cette semaine. Ouais. Ça marche. Non, ça fait perdre du poids. Oui, c'est ça. Ça ne veut pas dire que tu vas le maintenir. Ça ne veut pas dire que tu vas être en meilleure forme. Ça ne veut pas dire que tu vas être plus en santé. Ça veut dire que tu as perdu X kilos de poids. Exact. C'est pour ça que quand on cible, dans le fond, la stratégie est simple. Là. Dans toutes les diètes, il y a deux facteurs qui fonctionnent. Deux éléments là, qui, dans la littérature scientifique, on remarque que ça marche. Ça a un effet sur la perte de poids. Le premier, c'est est-ce que la stratégie nutritionnelle favorise un déficit énergétique? L'approche que j'ai, est-ce que ça va faire en sorte qu'il y a moins de calories qui vont rentrer qu'il y en a qui vont sortir? Ouais, c'est purement mathématique. Purement mathématique, mais complexe. Je te dirais, la gravité, je peux te l'expliquer de façon bien simple. Je vais prendre quelque chose, je vais le laisser tomber. Ouais. C'est simple, la gravité. On va juste écrire l'équation de la gravité puis sa relation avec le temps. Puis écoute, moi, je saigne du nez, là, c'est fini. Là, c'est complexe, ça la gravité. Une couple d'années en arrière au cégep. C'est ça. Ça fait mal, là, c'est complexe. Ben, c'est un petit peu ça, de dire calorie in, calorie out. Oui, c'est ça. C'est la pomme qui tombe de l'arbre, c'est ça. Mais pourquoi elle tombe, comment l'expliquer, ça, c'est un petit peu plus complexe. Donc, tu sais, la caractéristique primaire, c'est que ta stratégie nutritionnelle veut favoriser un déficit énergétique, ce qui va permettre la perte de poids. Ensuite de ça, ben, on remarque que s'il y a des apports en protéines légèrement plus élevés que les recommandations, qui sont d'à peu près 0,8 à 1 g par kilogramme de poids par jour, là, si on monte un peu plus que ça, ça semble aussi être un élément favorable pour la perte de poids. Toutes les autres choses,
ça n'a pas d'effet Ils sont pas démontrés. systématique. Fait que ça se peut que pour une personne, le fait de couper les glucides, ça fonctionne, puis que sa vie est belle. Écoute, on est en santé, en forme, perdu du poids, tout est beau, ça se peut, mais pour l'autre personne, on peut avoir totalement l'effet contraire. Donc, ça devient avoir une réponse très individualisée de la diète. Mais ce qu'il faut que les gens voient lorsqu'ils décident d'adopter une stratégie nutritionnelle, c'est le portrait global, le big picture. Ouais. Si je fais ça, qu'est-ce que ça fait? Puis de poser la question à l'intervenant qui propose une intervention nutritionnelle, de dire, ben OK, comment ça va faire en sorte que je vais avoir un déficit énergétique? Puis si la personne dit, ah non, ça c'est merveilleux, tu vas manger plus de calories qu'avant, puis tu vas perdre du poids. Ça, déjà là, ça sent la gamique. Ouais. Tu peux flairer ça. Ça là, sent c'est le rêve. je te promets 60% de rendement sur ton investissement. Écoute, en situation de pandémie, c'est sûr, sûr. Acheter des actions de Zoom Exact. avant que ce soit... Exact. Fait que si je comprends bien, ça prend... Les deux éléments qui sont démontrés comme étant efficaces pour une perte de poids, c'est ce fameux calcul mathématique-là. Ce qui rentre doit être inférieur à ce qui sort. Et une augmentation de l'apport en termes de protéines légèrement. C'est ça. Intéressant. Puis tu sais, le fait que l'approche nutritionnelle favorise un déficit énergétique, ça ne veut pas nécessairement... Les gens, bien souvent, vont comprendre, je vais manger moins de calories. Ouais. Ben non, si ta stratégie nutritionnelle fait en sorte que tu es capable de bouger plus, puis dépenser beaucoup plus de calories, ben ça peut être intéressant. Ça peut être winner, là. Tu sais, si l'approche nutritionnelle fait en sorte que tu es capable de courir 2 marathons par jour, limiter ton temps assis à 2 heures, passer moins d'1 heure sur ton temps d'écran, wow! Ouais. Tu sais, puis manger autant de calories que tu veux, ben, tu sais. C'est ça, ça peut être dans les deux côtés qu'on peut jouer. Exactement. Mais ça semble être plus facile de dire, je vais couper au lieu de dire, je vais travailler plus fort. C'est pour ça que moi, j'ai beaucoup l'impression que c'est indissociable les deux, si on veut que ce soit maintenu dans le temps. C'est quand on parle d'objectifs concrets, parce que, comme on disait tantôt, il faut que ce soit dans un aspect ou un objectif de santé globale, donc de se sentir un peu mieux, parce que les gens qui veulent perdre du poids, concrètement, c'est-tu vraiment ça qu'ils veulent ou simplement ils veulent se sentir mieux, se sentir plus en santé? Tu sais, je sais pas c'est quoi réellement, profondément, c'est quoi qu'ils veulent. Oui, puis je pense que ça varie d'une personne à l'autre, mais de ce que je remarque, il y a beaucoup l'image corporelle et la perception des autres qui jouent. Beaucoup là, sur le désir, parce que par exemple, en intervention, je vais avoir des gens qu'on atteint des valeurs. On réussit je parlais de l'indice de masse grasse tantôt, on réussit à minimiser le risque, à tomber en bas des seuils. Puis pour moi, c'est vraiment une source de satisfaction de dire, OK, on a réduit les risques. Là c'est bon. Puis les gens ont le même discours que quand il y avait 5, 10, 15, 20 kilos de gras de plus. Ben, exactement. Puis, corrige-moi si je me trompe, mais il me semble que dans la littérature, une réduction du poids n'est pas associée automatiquement à une amélioration de l'image corporelle. Non. Fait que c'est pas un lien direct, là. Les gens ne se sentent pas mieux dans leur corps automatiquement quand ils perdent du poids. Exact. Puis il y a une distorsion de l'image corporelle qui, selon moi, est beaucoup plus répandue qu'on pense. J'ai entraîné pendant plusieurs années des athlètes en fitness. Donc, des filles qui étaient musclées, qui n'avaient pas beaucoup de gras, puis j'avais des gens qui arrivaient, puis moi, je faisais un travail, je montrais des photos. Puis même des fois, c'est des gens qui arrivaient avec leurs photos. Puis là, ils me disaient, mais moi, j'ai l'air de, tu vois, tel athlète que tu entraînes, j'ai l'air d'elle. Sans se rendre là, mais tu sais, je vais donner un exemple là, que j'ai en tête. Il me disait, mais je ne veux pas avoir l'air d'elle. Je vais être découpé comme elle, mais je ne veux pas avoir autant de muscles qu'elle, parce que je trouve ça, c'est trop, tu sais. Puis là, on évalue la personne, on évalue sa composition corporelle, puis la personne, elle a genre 6 kilos de plus de muscles que l'athlète en question. Déjà. Avant même de commencer. Puis là, elle me dit, ouais, mais tu sais, moi, là, du muscle comme ça, je trouve ça wash. Ben, c'est parce que tu me dis que c'est wash, puis je vais faire un lien un peu avec la grossophobie tantôt, puis la discrimination basée sur le poids, là, mais tu fais wash là-dessus, mais tu as 6 kilos de plus qu'elle. En muscle. Tu sais, oui, tu as 20 kilos de gras de plus qu'elle, mais tu viens de dire qu'elle est trop musclée, puis juste faire un lien rapide avec le fait de la stigmatisation sur le poids, c'est tout aussi vrai pour les personnes minces. Mm-hmm. Ouais. Tu sais, qui se font juger. Puis je vais me prendre comme exemple. Moi, j'en mange du fast-food.
Puis de temps en temps, j'aime bien ça. Je suis un Mhm. amateur de poutine. Puis à un moment donné, j'étais dans une file, il y a quelques années, j'avais fait des capsules à la télé. Puis là, je suis dans une file pour attendre pour une poutine. Puis quelqu'un qui vient me voir et dit « Je suis vraiment déçu de vous. » Ah ouais, hein? On se connaît, tu sais. Elle dit « Vous parlez de santé, d'activité physique, de nutrition, puis vous appliquez même pas ça, vous venez manger de la poutine. » Là, je regarde la personne, je me dis « Vous travaillez ici, vous? » La personne me regarde, elle dit « Non, mais vous faites quoi? » Elle dit « J'ai mangé. » OK. Puis vous prenez quoi? Il n'y a pas de salade là, sur le menu. Là. Je suis comme, pourquoi moi, c'est pas correct que je prenne une poutine de temps en temps? Puis en quoi ça s'inscrit dans un mode de vie malsain, le fait que je prenne une poutine là? Ça fait 20 fois que vous me voyez aujourd'hui dans le fil pour moi. Tu sais, la personne me jugeait, puis tu sais, ou à l'inverse, quelqu'un qui va se faire juger, qui va dire « Ah, toi, on sait bien, tu peux manger n'importe quoi, t'es mince. » Ouais. Ben, c'est un préjugé. Ouais. Au même titre que si je disais « Ah, toi, on sait bien, tu manges bien trop, t'es gros. » Mhm. Tu sais, pour moi, je trouve ça tout aussi problématique, tout aussi Ouais. malsain. C'est peut-être moins répandu chez les personnes minces, mais moi, je l'ai vécu avec des athlètes que j'ai entraînés qui se sont fait discriminer. Tu sais, ben toi, le classique, le gros bras, petite tête. Ouais. Tu sais, Ouais. toi, t'es une athlète, mais tu sais, tu comprendras pas ce qu'on va dire, là. Ouais. Attends, là, elle a une maîtrise en physiologie de l'exercice, celle-là, là, Ça ratisse large, hein, l'aspect Très des large. préjugés par rapport à l'image corporelle, par rapport au poids. Ouais. Fait que, tu sais, je vais juste faire une petite parenthèse là-dessus. Ouais. Tu sais, c'est comme si on était raciste uniquement envers les personnes afro-américaines, mais tu sais, pas les Asiatiques. Tu sais, je pense que du racisme, il y en a envers Ouais. toutes les différentes origines ethniques, y compris les Caucasiens, y compris Ouais. les Européens. Tu sais, je pense que c'est une problématique qui est plus large. Puis je pense que c'est la même chose avec le poids. Ouais. Dans certains contextes, j'imagine que ça va plus se préciser envers certaines personnes Exact. que d'autres. C'est ça. Puis, au niveau de la composition corporelle, encore une fois, on a parlé de la nutrition, son rôle là-dedans. L'entraînement a un rôle aussi. La performance a un rôle aussi. Inversement, là, comment la composition corporelle peut influencer la performance? Tu en as parlé un peu au début avec l'aspect, avec l'exemple du jogger. Puis comment la composition corporelle peut, ou en fait, comment l'entraînement peut affecter la composition corporelle, l'un vers l'autre et vice-versa. Là. Ouais, l'entraînement va surtout avoir un effet sur la composante masse maigre, la composition corporelle. Donc, autant dans ses qualités, c'est-à-dire que si je prends juste le muscle, les propriétés du muscle, les capacités contractiles du muscle, ça, l'entraînement va avoir un effet notable sur les propriétés mécaniques puis physiques. Le muscle peut grossir aussi suite à l'entraînement. Donc, ça a vraiment un effet. Sur la masse grasse, beaucoup plus difficile. Donc, l'impact est plus diffus. Pourquoi? Parce que ça s'inscrit dans la balance énergétique. C'est ça. Puis l'entraînement, pour la majorité des gens et même des athlètes, ce n'est pas nécessairement une dépense énergétique qui va faire en sorte qu'on va être en présence d'un déficit. Donc, on a encore une fois des préjugés envers les athlètes en se disant, lui est athlète, il bouge beaucoup. J'en évalue beaucoup d'athlètes en activité physique, en dépenses énergétiques, puis c'est pas mes champions du monde de dépenses énergétiques. Là. Ceux et celles qui font des sports d'endurance, ça va. Mais le un reste, haltérophile, par exemple, quelqu'un qui fait... C'est pas des grosses dépenses énergétiques. Ça ne veut pas dire que c'est facile ce qu'ils font, ça n'a rien à voir. Là. Mais c'est pas une dépense énergétique énorme. Puis le mode de vie n'est pas nécessairement très actif non plus, justement parce qu'on dit, moi, je suis un athlète, je m'entraîne. Je n'ai pas besoin d'aller prendre une marche pour aller promener mon chien, pour atteindre mes quotas d'activité physique. Je suis un athlète. Mm-hmm. Moi, c'est de la performance. Moi, j'ai des athlètes qui atteignent difficilement les recommandations d'activité physique. Ah ouais. Ils l'ont, là, mais c'est à cause de leur entraînement. Là. Ouais, c'est ça. Enlève l'entraînement, là, ils font rien. C'est fini. Là. Ils ne sont pas là. Là, alors, ça, c'est une problématique. Fait que l'entraînement comme tel, c'est très efficace pour, améliorer ce qu'on appelle les qualités physiologiques entraînables, donc la capacité à faire des choses. Ça, c'est hyper efficace. Pour la gestion de la composition corporelle, ça va être beaucoup plus au niveau de la masse musculaire que ça peut jouer, beaucoup moins au niveau de la masse grasse. Et là où ça devient problématique, c'est surtout une question de physique. C'est-à-dire que tous les sports où on a supporté le poids, le poids devient un facteur de performance ou de contre-performance. Fait que tout ce qui est sport d'endurance, que ce soit du cyclisme, de la course à pied, ou les combinaisons comme le triathlon et compagnie, le poids, c'est quelque chose que tu as entraîné. Donc, c'est le déterminant le plus important de ta dépense énergétique. Ouais. Ça fait que plus tu es pesant, plus il y a des calories qui vont sortir, puis plus il faut que tu aies le moteur en conséquence. Oui,
tous les sports qui vont inclure de la course et des sauts aussi, là. C'est ça. Exemple, basketball, où ça inclut de la course, donc ils sont tout le temps en train de se déplacer, et en plus des sauts. Exact. Les changements de direction. Fait Ouais. que tennis, badminton, ben, plus tu es lourd, plus l'agilité est difficile parce que tu dois accélérer, décélérer un poids rapidement. Donc, plus tu es lourd. Donc, il faut que tu sois sûr à ce moment-là que chaque kilo que tu as de ton poids sert à quelque chose. Ouais. Tu veux avoir une quantité de masse musculaire qui est juste assez adéquate pour te permettre d'avoir la puissance la plus optimale. Parce que chaque kilo de muscle que tu gagnes, il y a un coût à ça qui va affecter ton agilité, ta capacité aérobie, ta puissance. Tu es un sprinter, s'il y a 8 kilos de plus, il y a 8 kilos de plus à arracher au départ. Fait Ouais. faut que ce 8 kilos-là, là, il te serve en puissance. Ouais. Sinon, il te nuit. Donc, c'est ça là, qui est très difficile. Puis, il y a certains athlètes et des catégories de poids. Fait que c'est vraiment de déterminer mais c'est quoi le poids optimal. Tu sais, moi, j'ai une athlète que je suis que, à cause de sa grandeur, ben, aller dans la catégorie de poids où elle sera à l'aise, c'est pas faisable. En sport de combat, la portée qu'elle a, parce qu'elle est de petite taille, les filles ont à peu près presque 30 cm, presque un pied de plus qu'elle. Là. C'est des grandes filiformes dans la catégorie de poids où elle devrait être. Fait qu'elle a beau être vite, elle dit, je me fais toucher 4 fois avant de me rendre à portée. C'est ça. Donc, là, il faut voir comment on peut optimiser la composition corporelle. Puis cette athlète-là, ben, faut pas qu'elle gagne du muscle. Ouais. Faut qu'elle en perde. Fait que, c'est vraiment délicat. C'est vraiment des analyses en fonction de c'est quoi ta composition corporelle optimale pour tes performances. Puis tu sais, justement, ces sports-là, parce que ça ouvre une porte puis je trouve ça intéressant d'en savoir plus là-dessus. Les sports de combat, qui est comme le sport le plus classique de sport à un poids, comment ces personnes-là, c'est quoi les stratégies pour amener les gens au jour de la balance à peser le bon poids? Puis après ça, entre la balance puis le combat, comment on fait pour reprendre le plus de poids possible quand c'est pertinent sans que ce soit nuisible pour la performance? Comment on gauge ça? Parce que toi, ça doit être quelque chose que tu dois jouer là-dessus avec tes athlètes avec lesquels tu travailles. Oui, moi, l'approche que j'ai est un peu non conventionnelle. Fait que je te dirais, il y a l'approche conventionnelle qui est la plus populaire, la plus répandue. Moi, c'est plus une approche à long terme. Donc, moi, j'essaie d'avoir le plus rapidement possible une composition corporelle optimale qu'on maintient. Toute la saison d'entraînement. Pratiquement très stable, dans le fond. Oui, il y a des fluctuations, mais on maintient ça très stable. Et on va jouer uniquement sur des variables de poids. Par exemple, la quantité d'eau, la quantité de sucre qui est entreposé dans les muscles pour peut-être jouer un petit peu quand on a besoin. Mais moi, idéalement, ce que j'aime, c'est avoir quelqu'un qui est vraiment proche. Mais ça va dépendre des sports de combat. Il y a des sports de combat que le poids a un petit peu moins d'impact. Si on prend, par exemple, des sports, des arts martiaux mixtes, où est-ce que tu peux faire des projections, tu peux être sur quelqu'un, tu veux être le plus lourd possible parce que ça demande une dépense énergétique plus importante à ton adversaire pour te déplacer. Sauf que tu veux que ça soit fonctionnel. Donc, moi, j'ai une approche plus conservatrice, moins de fluctuation. C'est ça, j'aime pas qu'un athlète soit fier de dire qu'il a perdu 10 kilos en 2 jours, puis que là, il les a repris après. Ouais. Écoute, j'en connais des gens qui le font, puis je respecte ça. Moi, j'aime pas cette approche-là parce que psychologiquement, il y a plein de choses. Après-carrière, là, d'après moi, ça peut jouer beaucoup là-dessus. Parce que ça joue beaucoup sur la perte de liquide avant la pesée. Oui, c'est le compartiment qu'on peut le plus facilement jouer. Ouais. Un litre de liquide, c'est à peu près 1 kilo, là, plus ou moins. Là. Donc, on peut jouer là-dessus quand même en déshydratant les gens. C'est juste que quand tu commences à perdre, mettons, 2 % de ton poids sous forme de liquide, déshydratation, là, il y a des effets à ça. Ouais. On peut réhydrater puis atténuer ces effets-là, mais c'est juste que on se rend dans un état qui n'est pas santé, qui n'est pas optimal pour des performances, dans le but de performer. Moi, philosophiquement, j'ai de la misère avec ce concept-là. J'ai plus une philosophie linéaire de dire je veux que l'athlète soit de mieux en mieux. Ouais. Et non pas, on va faire un gros pas en arrière sur sa santé. Puis c'est pas juste un pas en arrière pour récupérer, là. C'est un pas en arrière sur sa santé. Fait que, c'est philosophique, c'est discutable, là, mais
C'est comme 2 pas en arrière pour peut-être 2, 3 pas en avant, mais on n'est pas sûr parce qu'on ne sait pas nécessairement les effets que ça peut avoir côté négatif. Tu sais, il y a des histoires d'horreur dans les sports de combat, là, des gens qui ont fait des saignées parce qu'ils n'étaient pas capables de faire le poids et ils perdaient du sang juste pour faire le poids. Là, c'est des cas extrêmes. Mais, c'est un peu ridicule quand on est rendu là. Moi, c'est ça. Je trouve que, peut-être pas une stratégie qui est gagnante. Fait que moi, je mise plus sur une approche de calculer, de cibler c'est quoi la catégorie de poids qui serait la meilleure. Ouais. Fait que de dire, là, on a quelqu'un qui a une masse maigre initiale de temps, qui a une masse grasse initiale de temps pour une grandeur X. Jusqu'où on peut se permettre? Cette personne-là, je pense qu'on pourrait probablement perdre un 4 kg de masse grasse. Fait que là, on regarde. Ça nous approche de quelle catégorie de poids? Puis après ça, si on gagne du muscle, est-ce qu'on s'en va vers une catégorie intéressante ou est-ce qu'on s'en éloigne? Puis d'essayer d'orienter le plus possible l'athlète dans la catégorie de poids qui est la plus favorable. Au lieu de forcer l'athlète à fitter dans une catégorie de poids. C'est ça. Ouais. Mais je suis conscient que des fois, par exemple, si tu me dis, moi, dans ma catégorie de poids, il y a un tel, puis je ne l'ai jamais battu, puis écoute, il est dans... C'est le Mario Lemieux, c'est Sidney Crosby du sport de combat. Écoute, oublie ça. Techniquement, je ne serais jamais capable de le battre. À moins qu'il y ait une gastro, la COVID, puis qu'il vienne apprendre que son père est décédé 2 heures avant le combat. Là, j'ai peut-être des chances. Fait que sinon, on va dire, OK, on va forcer un changement de catégorie. Fait que là, c'est toujours plus difficile. C'est pas quelque chose qui est optimal. Ouais. Puis l'autre élément après, c'est que des fois, il y a des catégories de poids qui changent. Il y a des fédérations qui vont dire, finalement, la catégorie des 55 kilos, on la divise, on va avoir une 50 puis une 60. Mm-hmm. Là, tu avais quelqu'un qui était parfait pour le 55, mais là, tu te ramasses que, OK, on s'en va où? Fait que là, il faut que tu regardes, c'est quoi la moyenne de grandeur dans la catégorie au-dessus, catégorie en dessous, c'est quoi? Fait qu'il y a beaucoup d'éléments à considérer là, pour voir, il y a où le meilleur fit? Ouais. Fait que, ouais, je comprends. Mais en tout cas, les sports de combat, ça doit être quelque chose de quand même difficile à gager pour ces athlètes-là. En tout cas, c'est beaucoup de calculs, là, clairement, si c'est un poids qui pas nécessairement le leur à la base tout le temps. Là. Puis je trouve que c'est pas nécessairement ça qui se fait beaucoup. On a plus tendance à miser sur la discipline, l'effort, la capacité à tolérer une intervention de l'athlète, de dire on va le faire souffrir dans le sauna, puis jusqu'où il est capable de se déshydrater dans le sauna en restant conscient. Ouais. Moi, j'ai plus une approche long terme, mais je suis conscient que c'est pas la réalité du milieu des sports de combat. Ouais. Puis, écoute, il y a de l'argent, il y a plein de facteurs qui font en sorte que c'est mieux X, Y. Là. Mais c'est ça. Idéalement, je préfère avoir une approche sur le long terme. Ouais. Il y a 2 derniers points que je veux aborder avec toi. Le premier de ces 2 points-là, c'est que tu nous parles un peu des grosses différences ou des nuances importantes par rapport à la composition corporelle en ce qui a trait aux femmes versus les hommes. T'sais, physiologiquement, on a des corps différents. Comment ça se concrétise en termes de composition corporelle? À la base, si on prend un homme moyen, une femme moyenne, pour un poids équivalent, par exemple, on va mettre 2 individus, hommes-femmes, qui ont le même poids, la femme va avoir tendance à avoir un petit peu moins de masse maigre puis un peu plus de masse grasse. Pourquoi? La taille des organes va être un petit peu plus petite, la masse musculaire potentiellement un petit peu plus basse et la masse grasse un petit peu plus élevée. Fait que ça, c'est le stéréotype classique. J'aime pas trop ce stéréotype-là parce que la composition corporelle, c'est quelque chose de très malléable, qui s'adapte beaucoup. Alors, les femmes peuvent gagner de la masse musculaire, les femmes peuvent perdre du gras, les hommes peuvent gagner de la masse musculaire, puis les hommes peuvent perdre du gras. Moi, je dirais que les principales différences dans, entre autres, l'effet de la nutrition ou l'effet de l'entraînement ou même de l'activité physique, ça se situe beaucoup plus au niveau psychologique puis social. Là, il y a vraiment, vraiment des différences importantes. Le reste, pour le commun des mortels, il n'y a pas tant de différence que ça. L'homme moyen et la femme moyenne, en termes de réponse à l'entraînement, de réponse à un déficit calorique, c'est pas si différent que ça. Là, il y a quelques petites différences, mais c'est pas si pire. Ouais. Par contre, au niveau de la pratique d'activité physique, au niveau de la capacité à adhérer à un plan nutritionnel, la relation par rapport à une intervention nutritionnelle, ça, c'est très différent socialement. Je donne souvent l'exemple, on passe sur la route, une voiture qui est sur le bord du chemin, puis qu'il y a une crevaison. Dans la voiture, il y a un homme qui est assis, les bras croisés, puis il y a une femme à côté en train d'essayer de dévisser la roue pour changer la crevaison.
quand on passe, on regarde ça, on voit la femme qui est là, on voit le gars qui est là, on a tout un jugement dans la tête. Ouais. On se dit, qu'est-ce qu'il fait là? Lui, là, il est donc bien lâche. Ouais. Il fait, OK, mais pourquoi ce serait pas correct qu'elle ait force? Ben ouais. T'sais, pourquoi elle n'a pas plus de force que lui? Pourquoi? On dit, c'est de la galanterie. OK, mais c'est pour ça que vous jugez, vous dites, ça serait plus galant, c'est lui qui va. C'est correct. Encore là, c'est culturel. C'est culturel, puis c'est sexiste. C'est ça. Fait que, puis si on regarde, on avait fait de l'observation dans une cour d'école au primaire. Moi, quand j'étais à l'école primaire, c'était le ballon poire, corde à danser élastique, puis ballon chasseur. Les gars, c'était tout du ballon chasseur. Ouais. Les gars qui jouaient au ballon poire, ils étaient tous jugés. Ouais. C'était, entre guillemets, on associait ça à un stéréotype très efféminé. Ouais, c'est ça. Tu n'étais pas un gars de la gang là, parce que tu faisais du ballon poire. Même si tu étais super bon puis méga puissant, là, non. Les vrais, ça jouait au ballon chasseur. Puis les filles qui jouaient au ballon chasseur, c'était des petits gars manqués. Une fille qui était bonne au ballon chasseur, c'était un gars manqué. C'est vrai que c'était vraiment de même que c'était perçu. Vraiment comme ça. Ouais. Puis il y a peut-être 7-8 ans, on avait fait des observations de cours d'école. C'est encore ça. Ouais, hein? Ça n'a pas évolué. C'était encore ça. Les jeux, il y avait beaucoup plus de soccer. Ballon chasseur, il n'y en avait presque plus. Ballon poire, il n'y en avait pas. Mais il y avait encore de la corde à danser. Mais il y avait beaucoup moins d'activité physique pour les filles. Les filles étaient beaucoup plus sédentaires à parler sur la cour d'école, de ce qu'on avait observé. Puis les gars, il y avait quelques filles qui jouaient au soccer. Mais si on parlait aux surveillants, dans le discours des surveillants, c'était « Ah oui, elle est vraiment bonne au soccer, c'est un vrai petit gars manqué. » Ouais. Puis c'était valorisé. Pourquoi c'est pas une fille athlétique qui performe bien? Absolument. Puis pourquoi le gars qui fait de la corde à danser, qui est super bon, pourquoi c'est pas un gars qui a une synchronisation incroyable, puis que, non. C'est encore ça. Puis c'est ça aussi aujourd'hui, dans les sports de haut niveau. C'est ça, c'est là où je t'amenais. Regarde pareil. Le sport féminin, à quel point il est sous-représenté dans les médias, à la télé, en budget, en enveloppe budgétaire. C'est ça. Fait que ça n'encourage pas. Moi, j'ai coaché en hockey féminin, puis j'ai trouvé des athlètes incroyables. J'ai coaché en hockey masculin. C'était pas nécessairement des athlètes incroyables. Fait que, tout ça, ça fait une grosse différence en termes de l'accessibilité à l'activité physique. Ouais. Puis on le regarde, puis mondialement, c'est ça. Puis pas pour rentrer dans quelque chose de trop complexe, là, mais il y a une super étude qui utilise les téléphones intelligents à travers le monde pour quantifier l'activité physique des gens. Ça fait qu'on a des données, ils ont enregistré à peu près, en date de 2015, je pense, 65 millions de journées d'activité physique dans le monde. Et ce qu'on remarque, c'est que, par exemple, en Amérique du Nord, en moyenne, on va faire 5000 pas par jour. Bon, il y a différents pays qui ont 5000 pas aussi, puis ils ont fait des liens avec l'obésité. Là, ils ont remarqué que l'obésité, là, le prédicateur numéro 1, ce n'était pas le nombre de pas moyens que la population faisait. C'était beaucoup plus la variabilité. Donc, l'accélération? Les écarts. Ouais, OK. Donc, les gens qui bougent moins, les gens qui bougent plus. Exemple, okay, on a un pays qui est en moyenne à 5000, puis on a un autre pays qui est en moyenne à 5000. On se dit, ils sont pareils. Quand on regarde l'écart type, donc l'écart par rapport à la moyenne, ton plus bas, il est à combien, puis ton plus haut, il est à combien? On remarque que le pays qui a un taux d'obésité plus important va avoir une variation beaucoup plus grande. Exemple, son plus bas va être à 2000, puis son plus haut va être à 8000. Sa moyenne est à 5000. OK, je comprends. Puis celui qui a le taux d'obésité plus bas, il va être à 5000 en moyenne, mais son plus bas est à 4000. Ils sont vraiment proches. Son plus haut est à 6000. Puis quand on remarque les pays qui ont le plus grand écart, on remarque que c'est surtout les femmes qui sont affectées par ça, parce que c'est surtout elles qui se ramassent avec les valeurs les plus basses. Puis quand on ajoute un autre indice, qui est l'indice de marchabilité d'un pays. Ça, c'est un algorithme qui permet de calculer comment c'est facile de marcher dans ton pays. Ouais. Ça inclut la sécurité. Le walking score, là, ils mettent ça dans les applications aussi des fois. Exact. Fait que ça va nous donner une idée. Est-ce que tu peux facilement marcher? On remarque que les pays qui ont le score le plus bas de marchabilité, ça affecte plus les femmes, puis ça crée un écart, une inégalité face à la pratique d'activité physique. Fait que, en ce sens-là, oui, il y a une différence entre les hommes et les femmes. Puis moi, je vivais à Saint-Henri.
dans un appartement. Puis moi, j'allais faire du jogging à n'importe quelle heure de la journée. Puis tout le monde disait, Saint-Henri, c'est pas sécuritaire. Jamais eu de problème, tu sais. Ouais. Mais je connais des femmes qui ont été courir là puis qui ont dit, hey, j'ai vraiment peur pour ma vie. Moi, là, faut que je cours sur l'heure du midi. Il faut que je cours. Ah ouais, hein? Fait que j'ai réalisé que, OK, moi, ça m'est jamais venu en tête de, hey, j'ai peut-être peur d'aller courir parce que c'est dangereux pour ma santé, ma vie. Mais je me rends compte, c'était pas des folles. Là. Ouais. Il y a peut-être il y a un aspect de société ou il y a un aspect social qui discrimine l'accès à l'activité physique Totalement. par rapport aux femmes. Totalement. Puis on le voit à plein de places. Dans un gym, une femme qui met pesant. T'sais, une femme qui va aller squatter 2 plates dans un gym, là, elle se fait juger. Là. C'est elle, un gars qui squatte 2 plates, ça passe inaperçu. On ne fait pas de cas avec ça. Là, moi, j'ai eu on parlait de mon projet de doctorat tantôt, là, mais j'ai une dame, après le projet de doctorat, c'était 6 mois d'entraînement. Elle n'avait jamais fait d'entraînement de sa vie, mais là, elle a trippé. Et c'est une brute, là, une force. Cette dame-là, moi, on remonte 50 ans en arrière, fait faire de l'haltérophilie, c'est une médaille d'or. Ah ouais. Écoute, wow. Là, vraiment, là, j'ai rarement eu des athlètes que j'ai entraînés qui progressaient, qui répondaient aussi bien. T'sais. Puis, elle, à la fin de son 6 mois, elle dit, je fais quoi? Puis moi, je travaillais dans une grande chaîne de conditionnement physique à l'époque. Puis j'ai dit, écoute, tu m'as donné 6 mois d'entraînement 3 fois semaine, tu n'as pas manqué une fois, tu n'es pas arrivé en retard une fois. Moi, va t'inscrire, tel gym, je vais te donner une couple d'heures gratuite parce que ça me vaut ça. Là. Tu me donnes un doctorat. Ouais. Moi, ça vaut ça. J'étais là avec elle, rentrer dans le gym. Puis je te dis, c'était une brute. Là. Elle mettait toutes les plaques, ses machines, c'était une brute. Elle est arrivée au gym, là, intimidée. Là. On arrive pour faire des jambes. Développé sur presse, un leg press. Il y a un gars qui est là. Le gars, j'annonce mes préjugés tout de suite, là, mais une coupe longueuil, des cuissards de vélo avec un T-shirt rentré dedans. Je le juge. je le dis tout de suite, je le juge. Il part avec 2 prises, moi. Puis c'est pas correct de ma part, c'est moi qui est fautif, mais bon, on va être honnête, je le juge. Et là, il s'entraîne, puis il fait du bruit un peu. Fait que nous autres, on arrive à côté, puis je dis bonjour monsieur, je dis vous en avez pour combien de séries à peu près? Parce que on aimerait ça faire l'exercice. Il me dit moi, je donne encore pour 4-7, là, puis moi, là, je ne change pas les poids entre. Je dis inquiétez-vous pas, monsieur, ça me fait plaisir de changer les poids, je vais remettre vos poids, il n'y a aucun problème, votre entraînement ne sera pas perturbé. T'sais. Je dis ça, je suis politically correct, puis je suis rouge écarlate. Là, je suis pas content. La dame, elle me dit on s'en va, là, je ne veux pas déranger le monsieur, puis de toute façon, il met bien trop de poids, puis on va être obligé d'enlever trop de poids, puis c'était vraiment mal, il ne faut pas. Là. Je dis non, attends. Le gars, il s'en va boire de l'eau. Moi, le gars, il avait quelque chose comme 3 plates de 45 livres chaque côté. Moi, j'estime en fonction de qu'est-ce que la dame faisait que ça, c'est pas le poids adéquat pour son échauffement. Fait que je vais prendre une plaque de 35 et je la pousse sur la machine. Je la place, là, mais je la lance dessus pour que ça claque. Là. Tu sais, des plaques de fonte qui claquent. Ouais, ça fait un gros bruit. Tout le monde se réveille, tout le monde le regarde. Fait que moi, je dis bon, OK. Puis là, je dis le nom de la madame. Je dis t'es prêt pour ton warm-up? Le gars qui est dans les boires de l'eau, il se réveille. Je rajoute la plaque l'autre bord. Par-dessus le poids que lui faisait. Fait que pour là, son elle a entraînement. 35 de plus. Exact. Bon, t'as 70 parce qu'un chaque bord. Tu sais. Ouais. Elle s'installe, elle dit non, c'est bien trop pesant pour moi, je peux pas faire ça. Je dis fais-moi confiance. Je le sais que tu es capable de faire ça. Elle s'installe, elle commence à pousser. Elle dit c'est bien trop lourd, c'est bien trop lourd, c'est bien trop lourd. Je serai jamais capable, je serai jamais capable. Je dis OK, tu peux arrêter, là, ça fait 10 que tu fais. Là. OK. Fait qu'elle arrête. Fait que là, je dis monsieur, on a terminé, pouvez-vous revenir, je vous enlève le 35. Le gars se réveille, il s'en va. Tu sais? Incroyable. Mais est-ce que tu penses qu'elle se sous-estimait à cause qu'elle était dans un environnement hostile et peut-être plus masculin ou peu importe? Là? Elle a vu qu'est-ce qu'un gars faisait. Ouais. Elle s'est dit, je serais jamais capable de faire ça. Ouais. C'est sûr. Puis même chose, la première fois que cette dame-là a fait du squat, c'était au même gym. On était allé dans la cage à squat. J'ai dit, OK, là fini le niaisage. Là, je pense qu'elle faisait quelque chose comme 5 plates de chaque côté sur un leg press. Quel âge? À part ça, 60 ans. C'est incroyable. Puis on arrive dans la cage à squat. Puis là, écoute, elle n'a jamais fait de squat de sa vie. Fait qu'on installe la barre, on pratique un peu la technique. Là, je mets les barres de sécurité juste assez haut pour qu'elle soit confortable. Elle a la barre là, de 45 livres ou à peu près. Puis elle dit, oh mon Dieu que c'est lourd. Je ne serais jamais capable. C'est bien trop dur. Je dis, c'est correct. Fait que là, je mets des petits poids, un petit 10 livres de chaque côté, juste pour voir comment elle gère l'équilibre. Tu sais.
Elle fait « Oh mon Dieu, que c'est bien trop pesant, je ne serais jamais capable. » Je sais pas. Elle en fait 10, là, c'est moi qui l'arrête. Et là, je me dis « OK, là, je te demande une faveur. Là. Je te demande de me faire confiance. » Moi, je rêve de devoir squatter une plate de 45 chaque côté. Et moi, là, c'est mon fantasme. Là. Si je te vois faire ça, c'est comme « Wow, t'es toute une athlète. » Elle n'a aucune idée de ce que ça représente, une plate de 45. Fait qu'elle dit ah, OK. Fait que là, je prends la grosse plaque. Là, elle me dit ah, mais c'est la grosse plaque. Puis là, tout de suite, elle regarde autour. Puis là, elle voit, il y a un gars à côté qui fait ça, puis qui est quand même plus jeune. Puis là, elle dit mon Dieu, je ne serais jamais capable. Je te demande de me faire confiance. Je vais être en arrière, je vais être là. Au pire, tu laisses tout tomber. Tu balances en arrière, puis on s'en fout. C'est pas grave si ça fait du bruit. Elle dit c'est impossible, je ne serais jamais capable. Elle en a fait 8. Première fois, tu sais, comme bagage, elle avait 10 répétitions de squat à peu près, elle a 20 d'expérience. Ouais. Puis c'était drôle parce qu'après ça, elle qui était super intimidée par les poids libres puis par le gym, elle trouvait ça super intéressant, le gym, parce qu'il y avait plein de gentils monsieur qui venaient y parler. Puis ils étaient donc bien fins, les messieurs avec les gros bras, là, ils venaient l'aider. Les gars la respectaient. Ben ouais, c'est clair. Tu sais, c'était rendu, ah oui, elle, écoute, check la elle squat, tu sais, c'est... Mais, tu sais, tu vois le microcosme social qu'il y a. Ça dit beaucoup sur ça. Ben, écoute, là, tu sais, si j'avais pas été là, je n'avais pas poussé, pendant 10 ans, se serait entraîné avec une barre puis des 5 livres en disant, oh mon Dieu, que c'est difficile, puis je travaille fort. Ouais. Tu sais, ça, c'est des pressions sociales, c'est des stigmates sociales qui sont difficiles à aller à l'encontre de ça. Ça prend des années à déconstruire ce genre de choses. C'est ça. Puis je pense que c'est fort probablement le plus gros frein à la pratique d'activité physique, puis la plus grosse différence en termes d'adaptation à l'entraînement. Tu sais, on parle beaucoup de physiologie, puis de fibres musculaires, puis mais pour la moyenne des gens, là, hommes, femmes, les fibres, tout ça, c'est pas ça qui va faire la grosse différence. Tu sais, pour un athlète olympique, il faut que ton phénotype soit top-notch si tu veux gagner la médaille d'or puis battre le record du monde. Tu n'as pas le choix, il faut que tu aies tout en ta faveur. Ouais. Mais pour le commun des mortels, la majorité des gens qui s'entraînent, ça ne joue pas tant que ça. Et il y a beaucoup de stéréotypes qui vont avoir un impact sur notre propension à faire de l'activité physique, notre propension à augmenter les charges, surtout chez les femmes. Donc, de dire, je vais mettre plus lourd, les craintes, je vais devenir trop musclé, c'est un classique. Ça, c'est comme de dire, moi, je ne fais pas de tapis roulant. Puis j'en dis pourquoi? J'ai tellement peur de courir un marathon en bas de 2 heures. Là. Moi, je commence à faire du tapis, là, c'est fini. Là, avoir peur du résultat que ça devrait t'amener. C'est ça, ça ne fait aucun sens. Puis, écoute, de toute façon, c'est pas parce que je fais du tapis roulant 3 fois semaine que je vais courir un marathon en bas de 2 heures. Ça n'arrive pas par accident. De toute façon, il y en a un qui l'a fait à date. C'est ça, tu sais. C'était dans des conditions idéales, optimales. Écoute, là, c'est à peine si on ne soufflait pas dans le dos pour qu'il accélère. Oui, clairement. Fait que c'est plus ces facteurs-là, je pense, qui vont avoir des impacts notables hommes-femmes. Beaucoup, beaucoup plus. Comme même chose, les hommes, l'agilité, la coordination, c'est pas quelque chose qui est valorisé. Là. Un gars qui dit « Moi, j'aime ça, les cours de Zumba il y a pas mal de gens qui vont le juger. Là. Pourtant, ça développe des habiletés motrices super intéressantes qui, habituellement, les hommes, c'est un peu moins développé. Mais si tu regardes un cours de Zumba, la majorité, c'est une clientèle féminine. C'est difficile pour un gars d'y aller puis de battre les préjugés. À l'aise, puis clairement. Moi, je suis habitué d'un gym. Rentrer dans un cours de Zumba, dans un cours de groupe de Zumba, honnêtement, j'ai pas le courage de le faire. Ouais. Je serais trop intimidé. Un, parce que les femmes vont toutes être bonnes, puis qu'est-ce que les gens vont dire quand je vais être dedans, puis que je vais avoir l'air fou, puis que, il faut ajouter les bras, puis là, quand moi j'ajoute les bras, les jambes ne bougent plus. Tu sais, c'est ça. Ouais, non, mais c'est super intéressant comme nuance entre les hommes et les femmes. Là. Ça va beaucoup plus large que ce qu'on pourrait penser, clairement. En terminant, je voulais savoir, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pratico-pratique de toi à n'importe qui a comme question, j'aimerais ça perdre du poids, ou se dit ça comme objectif, est-ce que c'est réellement ça l'objectif? Avec le bagage d'expérience que tu as, sachant ce que la science dit, sachant ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, c'est quoi que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui s'enligne dans cette direction-là pour que ce soit sain et optimalement, quelque chose de durable dans le temps? Peut-être l'aspect le plus important, c'est d'évaluer les paramètres. C'est vraiment, je pense, un des premiers éléments à faire, c'est-à-dire ne pas se fier sur ses perceptions.
pas de dire, ah ben moi je mange beaucoup, je mange pas beaucoup. Ça, c'est une perception. C'est comme de dire, combien tu fais toi par année? Je vais regarder, je vais dire, il doit faire à peu près tant. On peut être complètement dans le champ. Fait que on veut pas se fier, on va avoir le T4. T'sais, on veut savoir c'est quoi l'argent. C'est quoi le chiffre? C'est vraiment ça qui est à la base, de ne pas se fier sur ce qu'on pense et sur nos propres préjugés envers nous-mêmes. Donc, c'est de quantifier son activité physique, puis essayer de quantifier ses apports nutritionnels. Puis là, c'est délicat parce que moi, je vais dire aux gens, ça serait intéressant que tu pèses puis que tu mesures. Puis là, les gens se disent, oh, non, puis même, il y a des gens qui vont me critiquer parce que je dis ça, on dit, on t'encourage des troubles de comportement alimentaire, puis c'est pas un mode de vie sain. Puis honnêtement, je commençais à dire, ouais, c'est vrai, je devrais peut-être pas dire aux gens de mesurer puis peser, jusqu'à temps que je discute avec ma mère, puis ma mère m'a dit, pourquoi les gens, ils réagissent mal quand tu demandes qu'ils pèsent puis qu'ils mesurent? Je dis, moi, j'ai pas le choix. Si je pèse pas puis je mesure pas, là, mon gâteau, là, il marche pas, il lève pas, ma recette marche pas. Puis j'ai fait, c'est bien trop vrai. Quand tu cuisines, là, tu pèses, tu mesures, puis t'angoisses pas, là. Tu sais, t'es pas comme, oh mon Dieu, là, je vais mettre 5 grammes de plus. Ou... Non, tu sais que c'est un intermédiaire pour arriver à la finalité. Là, j'ai fait, c'est bien trop vrai. Fait que, moi, ce que je fais, c'est que j'encourage les gens à cuisiner. Ouais. Fait que ça permet de quantifier. Tu ne veux pas peser, tu ne veux pas mesurer, mais commence à cuisiner. Tu vas manger moins de repas qui sont déjà préparés. Ouais. Moins d'aliments transformés. Exactement. Donc, ça devient super intéressant. Puis, ça te permet d'avoir une idée de, je te dis, 100 grammes de poulet, c'est quoi? Il y a des gens qui vont me dire, c'est quoi, c'est à peu près un poulet? Ou, non, pas vraiment. Ou juste, je demande, dans ton bocal, il y a combien de millilitres d'eau qui rentrent? Moi, j'ai des clients qui vont me dire, il doit y avoir 1 litre à peu près, là. Pas vraiment. Fait que les gens sont complètement dans le champ. Fait que comme un menuisier qui va à l'œil, il faut qu'il soit sûr de ses mesures. Il faut qu'il ait bien mesuré avant. Ouais, ça donne les appartements sur le plateau avec des murs proches. C'est ça. Sinon, tu mesures, tu y vas. As-tu besoin de mesurer ton 2x4 au millimètre près? Ouais. Non, tu sais. C'est plus ça, c'est de tolérer de la variabilité plus que de ne pas mesurer du tout. Mm-hmm. Fait que de commencer à avoir une idée, mes verres chez nous, il y a combien de millilitres d'eau, de liquide qui rentre dedans? Quand moi, je prends une poitrine de poulet, c'est combien de grammes? Pour moi, une poitrine de poulet, c'est-tu un 200 grammes? C'est-tu 300 grammes? C'est-tu 120 grammes? Juste avoir une idée un peu. Comme ça nous permet d'être conscient de ce qu'on mange. Parce que quand on va intervenir en perte de poids, on va créer un déficit énergétique. C'est ce qu'on veut faire. Si j'ai aucune idée de mon activité physique, comment je bouge, puis aucune idée de ce que je mange, je ne peux pas savoir lequel qui bouge. Ou je ne peux pas savoir s'il y en a un qui bouge, l'autre ne bouge pas. Ouais. Fait que si je coupe complètement les calories, est-ce que je bouge plus ou je bouge moins? Donc, la première étape, c'est d'évaluer. Fait qu'utiliser au pire son téléphone intelligent qui va mesurer l'activité physique. Il y a des applications natives dans la plupart des téléphones qui vont le faire. C'est pas parfait. C'est vraiment limité comme outil, mais c'est mieux que notre perception. Oui, clairement. Fait que ça nous donne un élément où partir, en tout cas. Là. C'est ça. Puis surtout, la beauté de ça, c'est que c'est quand même assez fiable. La donnée n'est pas nécessairement valide. C'est pas nécessairement exactement ce nombre de pas-là qu'on a fait. Mais si une journée, mon téléphone me dit que j'ai fait 5000 pas, puis le lendemain, il me dit que j'en ai fait 25 000, il y a quelque chose de différent qui s'est passé. Ouais. Puis là, c'est à moi d'analyser. Ah oui, j'avais prêté mon téléphone à mon beau-frère parce qu'il allait courir un marathon puis il n'y avait pas sa musique. Ouais. OK, donc c'est pas moi. Tu sais, mais tu peux voir. Puis là, c'est plus juste une question de perception. Puis conjointement avec ta bouffe, si tu dis, moi, je vais commencer à essayer telle diète, tu te rends compte qu'en moyenne, tu étais à 5000 pas par jour, puis là, tu es rendu à 2002. Est-ce que ça se peut que ta diète affecte ton mode de vie? Puis si tu bouges moins, c'est jamais winner. Oui, c'est ça. Parce que ce qu'on veut arriver à faire pour réussir une perte de poids, il y a quelques déterminants qui sont super importants. Le premier, c'est maintenir un niveau d'activité physique sur 24 heures élevé. Fait que bouger sur 24 heures, que ce soit de l'entraînement, que ce soit juste de l'activité physique, des promenades, de la marche, peu importe. On remarque que les gens qui réussissent à perdre du poids et à maintenir cette perte de poids-là, c'est des gens qui ont un bon niveau d'activité physique sur 24 heures. Donc, une dépense énergétique régulière. C'est ça. Fait qu'ils vont bouger. Fait que ça va être important. Puis le constant, c'est ça, c'est que tu vas avoir le moins d'écart possible d'une journée à l'autre. Ouais. Fait que tu peux pas avoir des journées à 2000, des journées à 25 000. Donc, stabiliser ça. Fait que ça, c'est vraiment important. Ensuite, c'est d'être capable de contrôler ses portions. Les gens n'aiment pas trop le terme contrôler, mais de savoir quelle quantité tu manges. Et ensuite, c'est d'élargir son répertoire d'activité physique. C'est-à-dire que pour ça, ça aide si on est plus en forme. Ça aide si on a une meilleure connaissance de notre environnement.
Ouais. À proximité, qu'est-ce que je peux faire comme activité physique? Est-ce qu'il y a une piscine? Est-ce qu'il y a une piste de course? Est-ce qu'il y a un mur d'escalade? Est-ce qu'il y a un parc d'hébertisme? Qu'est-ce qu'il y a proche de chez moi? Puis ça, Google Maps est super intéressant pour ça. Fait que de savoir qu'est-ce que je peux faire. Ensuite de ça, est-ce que je suis capable de le faire? Puis c'est là que l'entraînement devient intéressant parce que je ne suis pas capable de nager parce que je n'ai pas de souffle. Bon, mais on peut s'entraîner pour améliorer ton cardio pour qu'ensuite tu sois capable de nager parce que tu tripes à nager. Ouais. Fait que, c'est tout un peu interrelié. Puis l'autre élément qu'on va souvent sous-estimer, c'est que les gens doivent améliorer leur estime de soi par rapport à la pratique d'activité physique. Donc, il faut que les gens se sentent plus capables de faire de l'activité physique. Ouais. Et c'est ce qu'on n'a pas avec juste une diète. Le self-efficacy, le sentiment d'auto-efficacité. C'est ça. Fait que plus les gens vont se sentir compétents dans leur démarche puis capables de le faire, ça aussi, c'est un élément qui est important dans la perte de poids puis la prévention du regain de poids. Ouais. Fait que c'est toutes des choses à cibler. Fait que c'est pas juste une question de je m'entraîne puis je dépense des calories ou je mange moins puis je crée un déficit calorique. Ouais. C'est plus complexe. À la base, c'est simple, mais les détails de comment y arriver, là, c'est plus complexe, mais ça passe initialement par il faut que j'évalue, que je sache ce que je fais pour savoir ce qui change. Oui, clairement. Puis moi, je compléterais en disant que les gens, des fois, ils peuvent trouver où dans leur routine, ça peut devenir optimal ou ils peuvent optimiser une façon de faire d'activité physique. Exemple, tu sais, il y a des gens qui ont 1 heure, 1h30 pour manger le midi, mais une marche le midi, tu sais, moi, je travaille comme physio en clinique privée, j'ai 1 demi-heure pour manger. Puis ça, c'est 1 demi-heure à l'horaire. Fait que quand j'ai pas débordé, j'ai 1 demi-heure pile. Des fois, je déborde, puis tu sais, j'ai 20-25 minutes. Ouais. Mais quelqu'un qui a 1 heure pour manger, là, une marche de 15-20 minutes chaque midi, là, Exact. déjà, tu as ton 15-20 minutes d'activité, puis là, après ça, tu essaies de rentrer un peu plus d'activité physique un peu plus élevée ou d'intensité un peu plus élevée le reste de la semaine. Le classique, juste se stationner un peu plus loin. Ben ouais. Si tu te stationnes à 10 minutes de ton travail, 10 minutes, c'est pas vrai que tu vas arriver en retard, puis au pire, tu vas arriver 10 minutes en retard. Ouais. On s'entend, là? C'est pas la fin du monde. Mais le soir, tu te retournes là. Fait qu'un autre 10 minutes, tu viens te rajouter un 20 minutes par jour d'activité physique d'intensité modérée. Ouais. Ça Ou de marcher à une station de métro au lieu de prendre un autobus à une station de métro. Exact. Être debout dans le métro, debout dans l'autobus. C'est courtois, tu vois, ces autres gens s'assoient. Ouais. Ben, c'est des petits détails, mais c'est un cumul super intéressant qui vient à faire une différence, du moins sur les chiffres. Ouais, ça augmente ton niveau d'activité physique, ça réduit ton temps sédentaire. Puis ça, ben, c'est fort probable que ça t'aide à aller dans la bonne direction. Mm-hmm. Écoute, je pense qu'on a fait pas mal, on a parlé de bien des choses. On avait un gros programme chargé, là, mais écoute, je sais qu'il y a tellement d'autres choses aussi à parler dans ce domaine-là. C'est quelque chose d'assez passionnant, d'assez aussi spécifique. C'est complexe. Ça peut être très complexe si on le veut. Merci énormément d'avoir accepté l'invitation. Ça m'a fait plaisir. C'était très super agréable. Intéressant. Puis, les gens, est-ce qu'ils peuvent te suivre d'une certaine façon? Je sais que toi, tu as un site Internet. Oui, j'ai un site Internet. De l'information. Oui, drkin.com, drkin.com. J'ai une page Facebook aussi avec le même nom. Fait que les gens peuvent m'écrire. S'ils ont des questions, quand j'ai le temps, ça me fait toujours plaisir de répondre. Exact. Mais aussi, tu publies du contenu quand même régulièrement, des articles, des choses comme ça. Pas autant que j'aimerais. Ouais, pas autant que j'aimerais, mais quand même, j'essaie de garder ça le plus à jour, puis faire beaucoup de la vulgarisation scientifique aussi, là, rendre ça accessible, démocratiser un petit peu le savoir. Je sais que sur ton site Internet, tu as une section blog avec beaucoup d'articles. Il y a quand même beaucoup de choses. Là. Même si tu en fais peut-être moins récemment, ça fait un bout que tu fais ça. Oui, je dois avoir 190 articles. C'est ça, j'allais dire plusieurs dizaines d'articles. Oui, il y en a une centaine. Puis aussi, des cours en formation continue, là, des fois que ça peut être intéressant. Là. J'essaie maintenant d'avoir un cours, des cours introduction à. Ouais. On a parlé de la composition corporelle, mais j'ai un cours sur introduction à la composition corporelle pour que les gens puissent, qui sont peut-être un peu plus néophytes, mieux comprendre c'est quoi, puis quoi faire attention, qu'est-ce qui est problématique, qu'est-ce qui ne l'est pas, c'est quoi les mythes associés à ça. Puis j'ai aussi des cours un peu plus avancés, le plus destinés aux professionnels de la santé. Là. Fait qu'une bonne référence si les gens veulent en apprendre davantage. Ben, je pense que oui. Good. Ben écoute, merci beaucoup, puis bonne fin de journée. Merci. Ciao. Merci. Bye bye.